Vous vous en souvenez, il y a quelques mois, on vous faisait ici même une annonce importante, celle de l'alliance entre l'Ardeur et le Canard Réfractaire pour vous diffuser des conférences gesticulées sur cette chaîne. Et c'était long à faire, parce qu'il fallait s'organiser, prévoir, planifier, faire en sorte qu'on trouve un lieu, puis organiser ces conférences, puis les filmer, puis les monter. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à vous proposer les toutes premières conférences gesticulées de la chaîne, en commençant par Katia qui va nous parler d'éducation. Vous allez voir que ça nous concerne tous, parce que dans toute son histoire qu'elle va raconter dans cette conférence d'1 heure, il y aura des moments où on va se dire « Putain, oui, on a vécu ça et ça aurait pu se passer autrement en fait ». Et si la révolution, ça commençait aussi par l'école, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des gens qui voient une conférence gesticulée pour la première fois ce soir? Tout le monde a déjà vu? Donc j'ai pas besoin d'expliquer que c'est du savoir chaud qui se mélange avec du savoir froid. Il y en a qui disent que ça fait de l'orage. Moi je comprends pas. Ou alors, vous savez aussi que c'est quelque chose que des gens savent ou croient savoir, qui vont mélanger avec du savoir que des gens plus intelligents qu'eux, encore qu'il faudrait vérifier, savent ou croient savoir. Ouais, tout le monde sait ça. Donc c'est impeccable, on va pouvoir commencer à vivre ensemble cette conférence gesticulée. Moi, je crois surtout dans les pédagogies actives et inversées. Donc on va vivre les choses et ça va très bien se passer. Cette aventure, elle a démarré pour moi, il y a plus d'une vingtaine d'années, par un entretien d'embauche. Ceci explique cela. Alors, je postulais à l'époque pour être monitrice en maison familiale rurale. Autrement dit, enseignante pour un établissement qui pratique de l'alternance. Voilà, avec des jeunes. Voilà. Et ben, je postule. C'était il y a 20 ans, quoi. J'attends mon tour. Vous me souhaitez pas bonne chance? Ah, ok. Bonjour. Bonjour, bah allez-y, installez-vous, asseyez-vous. Donc moi je suis la directrice de l'établissement. Bah, dites-moi un petit peu qui vous êtes, quel a été votre parcours, et puis également peut-être pourquoi vous postulez chez nous. Je m'appelle Katia, j'ai 26 ans, j'ai un BTS Action Commerciale que j'ai obtenu en juin 2000, puis j'ai travaillé pendant 5 ans à Decathlon à fond la forme, où j'étais responsable d'un univers de sport. Pendant ce travail, j'animais une équipe, et puis j'étais également chargée du recrutement, de la formation des nouveaux stagiaires et des apprentis. Au bout d'un moment, la partie gestionnaire de mon travail m'intéressant moins, j'ai demandé à devenir formatrice à temps plein au sein de Decathlon. Je suis donc allée voir mon N+2, qui, à ce moment-là, a pu me dire « Bon, écoute, Katia, c'est vrai que tu es vraiment dans la dynamique de l'esprit d'entreprise Decathlon à fond la forme, tu es polyvalente, tout ça, mais ce métier n'existe pas, Katia. » Bon, alors j'ai démissionné, et puis quand j'ai vu votre annonce, où vous cherchiez quelqu'un pour accompagner des jeunes en BEP Vente, je me suis dit que c'était pour moi, parce que je sais exactement ce que les entreprises attendent des jeunes sur le marché de l'emploi. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous savez des maisons familiales rurales et de la pédagogie de l'alternance? Ouais, ok, d'accord. Bon, je vous explique. Alors, donc chez nous, les jeunes se préparent à la vie professionnelle. Ils sont donc 1 semaine à l'école, 2 semaines en stage, voilà. Chez nous, l'internat est obligatoire. Ça fait partie de l'accompagnement et de la prise en charge globale du jeune. Vous, votre mission, c'est de mettre en place la pédagogie de l'alternance, c'est-à-dire, en gros, les jeunes partent en entreprise et ils vivent aussi dans leur famille à ce moment-là. Et donc, ils ramènent tout un tas de découvertes, tout un tas de savoirs. Et vous, votre mission, c'est de les aider à mutualiser, à socialiser ce savoir entre eux, et puis à les aider à comprendre le monde dans lequel ils vivent à partir de ça. Voilà, ça, c'est votre mission pédagogique. Également, comme on a l'internat, vous allez manger avec eux le midi, voilà, les surveiller aussi, enfin, faire un petit peu tout. Est-ce que vous êtes prête à travailler jusqu'à 22 h?
Alors moi, je me suis dit, bon, bah, Katia, si tu as envie de bosser, il va falloir que tu fasses comme tout le monde. Tu vas bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 s'il faut. Puis tu feras ton petit burn-out comme tout le monde après. Donc j'ai dit oui, je peux. Alors ça m'intéresse ce que vous dites sur la prise en charge globale du jeune. J'entends que vous dites que en fait on apprend partout tout le temps et pas uniquement en salle de classe. Et moi, ça me fait vraiment penser à des choses que j'ai pu vivre en éducation populaire. Ah oui, ça vous dit quelque chose ? Ouais, parce que moi, en fait, j'ai été à la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Alors, je sais que c'est un mouvement catholique et que votre école est non confessionnelle, mais moi, c'est surtout un mouvement d'éducation populaire dans lequel on fonctionnait par petits groupes, on avait un adulte qui était un accompagnateur, mais en vrai, il intervenait que quand on avait besoin de lui, c'est-à-dire pas souvent. Et puis, en fait, moi, j'ai vraiment appris à construire des projets, j'ai appris à militer, j'ai appris à dire, à médire, à redire, à me contredire aussi. Et ça a vraiment été pour moi une école extrêmement intéressante où j'ai pu vraiment développer des choses. C'était passionnant. Et à partir de là, l'entretien s'est vachement bien passé. Et en fait, il s'est tellement bien passé que ça s'est fini comme ça. Eh ben, merci mademoiselle, merci d'avoir poussé la porte de notre établissement. Vraiment, je trouve que vous êtes la candidate idéale. Bienvenue dans mon équipe. Et j'ai été embauchée. Bon, c'est pas exactement la phrase qu'elle a dite, mais enfin, j'ai été embauchée quand même. Et j'ai travaillé dans cette école pendant 10 ans. Voilà, 10 ans, 12 ans même. Pendant 12 ans pendant lesquels il s'est passé pas mal de choses. Alors elle, la jeune Katia, elle croyait que sa mission, ça allait être de faire traverser les jeunes ce no man's land, vous voyez, qui est l'adolescence, pour faire d'eux des adultes et des travailleurs honnêtes. Voilà. Alors elle disait comme ça avec beaucoup d'affection, mes élèves, comme ça, mes élèves. Bon. Alors ce soir, en vrai, je ne vais pas vous parler de mes élèves. Alors d'abord, ils ne sont pas à moi. Ils n'ont jamais été à moi. Ils essaient de s'appartenir à eux-mêmes, c'est déjà pas mal. Je ne vais pas vous parler d'élèves non plus. Élève, c'est un statut. Puis les statuts, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne vais même pas vous parler d'adolescence, en fait. Pas vraiment. Enfin, si. Je vais vous dire une chose, c'est le scoop de la soirée, vous pouvez se partir après ça, vous aurez tout compris. L'adolescence n'est pas un problème. L'adolescence n'est un problème que dans une société qui décide d'en faire un problème. L'adolescence, c'est une période de la vie où on connaît à peu près toutes les étapes, qu'elles soient physiologiques, psychologiques, biologiques, exactement comme d'apprendre à marcher, en fait. Donc, comme on s'extasie de voir un enfant faire ses premiers pas, on devrait tous s'extasier le jour où, pour la première fois, votre enfant, qui jusque-là vous a toujours dit « Maman, tu es la plus belle des mamans », arrive pour vous dire « Comment que tu es habillée aujourd'hui, c'est quoi ce truc ?» Voilà. On devrait être enjoué. C'est une étape formidable. Donc, je ne vais pas vous parler d'adolescence. Alors, quoi je vais vous parler ce soir ? Je vais vous parler d'école. Je vais vous parler d'école. Je vais vous parler de l'école en tant que système. Un système qui est quand même lui-même pressurisé, violenté, pénétré par un système plus grand, plus fort que lui, qui est notre système capitaliste et patriarcal, qui cherche à travers l'école à faire de nos enfants des compétiteurs, des consommateurs, des producteurs et des reproducteurs. Et c'est de ça dont je suis venue vous parler. Ça va ? Donc j'étais hyper contente, j'étais embauchée. Tout ce que je raconte là-dedans, c'est vrai. J'ai été embauchée et donc j'ai commencé à dire à mes amis, je vais bosser à la rentrée avec des ados. Alors ils m'ont dit, ah ouais, des ados, ah ouais, t'es sûre de toi ? Ah, je me suis dit, c'est vrai que j'y connais rien aux ados en fait. Moi à ce moment-là, j'ai 27 ans, je suis maman déjà, j'ai 2 enfants, donc j'ai eu des enfants jeunes. Alors j'essaie de me rappeler. Et là, je réalise qu'en fait, moi, j'ai été l'adolescente idéale. Ouais, c'est moi. Alors, c'est pas tout à fait grâce à moi. En vrai, c'est grâce à ma fratrie. Moi, je suis la 4e d'une fratrie de 5. L'aîné, c'est mon frère Jean-Noël. Et moi, j'ai essayé de faire comme Jean-Noël, mais je n'ai jamais réussi à voler autant que lui dans les magasins. Jean-Noël, il était fort. Faut dire que quand il avait 4 chaînes hi-fi et 150 CD dans sa chambre, ça inquiétait un peu mes parents, vous voyez ? Alors moi, pendant ce temps-là, ma sœur aînée s'appelle Marie-Laure. Et moi, j'ai essayé de faire comme Marie-Laure. Mais je n'ai jamais réussi à rouler autant de pelles qu'elle au collège.
Marie-Laure était super forte. Dans le couloir de la maison familiale, pour ceux qui s'en souviennent, avant l'arrivée des téléphones portables, il y avait même des téléphones à fil avec un écran comme ça qui tournait. Et dans ce couloir, on entendait Marie-Laure appeler des gars, donner des rendez-vous, larguer des gars. Il y a des gars qui appelaient. Tout ça, ça inquiétait un peu mes parents, vous voyez. Alors moi, pendant ce temps-là, ma deuxième sœur aînée s'appelle Céline. Et moi, j'ai essayé de faire comme Céline, mais j'ai jamais réussi à avoir des désirs aussi fous que les siens. Alors Céline, c'est simple, elle voulait jouer du piano et faire du cheval. Alors pour vous remettre dans le contexte, mon père était ouvrier qualifié dans le bâtiment, peintre en bâtiment. Il travaillait 39 heures par semaine, il avait 5 semaines de congés payés et pour ça, il gagnait 6 587 francs en fin de carrière, ce qui veut dire en euros le SMIC. Ma mère, elle, c'est un peu différent. Ma mère, elle était institutrice, elle était psychologue, elle était infirmière. Elle était également cantinière, jardinière, lingère. Elle était également chargée du personnel, responsable d'événementiel, chef comptable. Pour ça, elle travaillait 12 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Maman était donc au foyer. Et pour ça, elle a gagné 0 francs. Ce qui, en euros, si vous êtes mauvais en maths, fait également 0. Alors, vous imaginez que 5 enfants avec un papa ouvrier, jouer du piano, faire du cheval, c'était pas trop dans les délires de la famille, quoi. Donc, ce changement de désir, ce désir de changement de classe sociale de ma sœur Céline, ça inquiétait un peu mes parents. Alors moi, pendant ce temps-là, c'est moi, Katia, je suis la 4e. Et puis, il y a toujours une cerise sur le gâteau, c'est Héloïse. Héloïse, ma petite sœur, alors elle est super, elle a arrêté l'école à 16 ans, et puis à 17 ans, elle a fait un bébé. J'ai une petite nièce, enfin, qui est grande maintenant. Voilà, alors moi, je trouvais ça super d'être une jeune tata. Bon, c'est quand même pas simple d'avoir un enfant à 17 ans, donc ça a un peu inquiété mes parents. Oui. Alors moi, pendant ce temps-là, l'adolescente idéale. Voilà. Donc, je vais pas pouvoir m'appuyer là-dessus, en même temps, on s'en fout, je vais pas faire une thèse sur l'adolescence. Moi, ce que je veux, c'est être une bonne enseignante. Ah, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je voudrais que là, maintenant, vous vous rappeliez, dans vos années d'école, je pense que tout le monde est passé par l'école à un moment ou à un autre, que vous vous rappeliez d'un ou d'une bonne enseignante. Parce que vous en avez tous un ou une en tête, j'espère, parce que sur le nombre, tout le monde en a un ou une en tête. Qu'est-ce qui fait que c'était un bon enseignant ou une bonne enseignante pour vous? Elle n'agressait pas. Elle n'agressait pas. Ok. Elle n'agressait pas. Quoi d'autre? Qu'elle était sympa. Elle était sympa. Gentille, ouais. Ok. La gentillesse. Il faisait du théâtre. Elle faisait du théâtre. Prof de français, monsieur Le Caplin. Ok. Alors, on avait une prof de théâtre une prof de français qui faisait du théâtre. Ça, c'était cool. D'autres choses qui me reviennent? Les profs qui s'en foutaient que les devoirs soient faits ou pas. Ah, qui s'en fout que les devoirs soient faits ou pas. Ok, donc je fais du théâtre, je suis gentille, je souris et je m'en fous que les devoirs soient pas faits. Voilà, et ben merci beaucoup. C'est bon, j'y vais, c'est la rentrée. Et la veille de la rentrée, je reçois cet email. Parce qu'à l'époque, on n'envoyait pas les blagues par SMS ou je sais pas quoi ou quel réseau. On les envoyait par mail. Mais alors, ça m'a pas fait rire. Mon ami m'envoie ça. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents, la fin du monde ne peut être loin. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés. Ils bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte des paroles des pères, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Alors, les textes que je viens de vous lire, le premier, c'est une inscription qui a été retrouvée à Babylone, qui date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Le deuxième, c'est un prêtre égyptien 2000 ans avant Jésus-Christ. Et les deux suivants, c'est un mix de Socrate et Platon, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Vous comprenez comme moi ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça fait quand même des millénaires qui nous font chier, ces jeunes. Et demain, qui descend dans la fosse au lion? C'est moi. Alors je me suis dit, si ça doit être eux ou moi, il faut que ce soit moi. Alors, je me suis préparée à la rentrée. C'est le moment scénique de la conférence gesticulée, appréciez la scénographie.
Voilà. Je me suis préparée et je me suis armée aussi. Je me suis armée avec ça. Ça, c'est le cours. Le contenu du cours, le contenant de l'enseignant, ce qui le maintient debout, ce qui lui donne le pouvoir par le savoir. Avec ça, vous pouvez vraiment blesser des jeunes. Hein. On peut en assassiner, hein, à coups d'exercices à faire, de devoirs à rendre, de mauvaises notes. J'étais prête pour la rentrée. Et contre toute attente, ça s'est super bien passé. Alors, c'est pas vraiment grâce à moi. Les jeunes qui arrivent en maison familiale rurale, il y a 3-4 profils un peu de jeunes. Vous avez des jeunes qui savent exactement le métier qu'ils ont envie de faire. J'ai envie d'être boulanger, ben, je vais passer par la voie professionnelle directement. Vous avez des jeunes qui sortent de SECPA, donc d'enseignement adapté, des jeunes pour qui sont avec des formes de handicap assez légères, qui fait qu'ils peuvent quand même espérer rentrer dans le monde ordinaire du travail, comme on l'appelle. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver aussi avec des jeunes qui savent à peine lire. Vous avez une autre catégorie de jeunes, c'est ceux dont les parents sont passés par les maisons familiales rurales et donc ils ont envie que leur gamin ait accès à cet enseignement-là, à cette pédagogie-là. Donc ils les envoient. Et puis la dernière, c'est ma préférée, en gros, c'est les jeunes qui se sont déjà fait virer de 2-3 établissements. Voilà, on ne sait plus où les mettre, donc on les envoie là. Donc on se retrouve avec des classes quand même très très hétérogènes. Mais ce qui fait que ça s'est bien passé pour moi, c'est pas du tout que j'étais en capacité de faire ça bien, c'est simplement que, comme il y a l'internat, déjà ça les occupe pas mal l'internat. Vous voyez, il faut déjà gérer les relations entre eux. Donc ils sont entre la 4e et le BEP, qui est devenu CAP après. La rentrée se passe bien, ils s'occupent de l'internat. Et moi, je fais l'école. Moi, je fais la maîtresse. Moi, je fais l'école comme j'ai vu faire l'école. Alors c'est facile. Il faut faire un cours, un peu sympa, faites des exercices, après vous faites un contrôle, puis vous passez au cours suivant. C'est comme ça. Alors j'ai fait ça. Mais quand même, je gardais en tête ce que la directrice, elle m'avait dit quand elle m'avait recrutée. Elle m'avait dit, tu sais, si les parents mettent leurs enfants ici, c'est qu'ils attendent autre chose de l'école. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'ils attendent les parents de l'école? Qu'est-ce qu'ils attendent les gens de l'école, en fait? C'est quoi l'école idéale pour vous? Il se passe quoi? Il se passerait quoi dans une école idéale pour vous, là, ce soir? Pas de salle et pas de chaise. Pas de salle et pas de chaise. Donc des espaces très différents, de travail très différents. D'éducation à la citoyenneté par la pratique. J'aime bien. Passer des bons moments sympas, s'amuser. S'amuser. Passer des bons moments parce qu'on y passe du temps. Ouais, ça me plaît bien votre école, puis elle ressemble vachement à mon école idéale à moi. Je vous la raconte, mon école idéale à moi. Nous sommes en 1927, dans le nord, près de Calais. Dans l'indifférence générale, des hommes et des femmes venus de toute l'Europe vont se retrouver. Ces hommes et ces femmes ont 2 points communs. Tous sont des pédagogues qui expérimentent un certain nombre de choses à plein d'endroits en Europe. Tous bossent avec des enfants ou des adolescents en collectif. Leur 2e point commun, c'est que tous sont pacifistes. 1927, on est après la Première Guerre mondiale, tout se pose comme une évidence que si on a pu envoyer des hommes se faire massacrer dans les tranchées, que ce soit du côté français, du côté allemand ou même de d'autres pays, c'est simplement à cause de l'école. C'est l'école qui a formaté les humains, les hommes plutôt, d'ailleurs en l'occurrence, à être dans une tradition de routine et de vengeance qui ne leur appartient pas, qui est bien celle de leurs aînés. Et donc, ils posent comme essentiel l'école comme l'espace qui va permettre de pacifier le monde. Donc, ils ont ces deux points communs. Alors, ils se réunissent, ils ont chacun leur manière de faire, ils s'engueulent pas mal, mais ils vont se mettre d'accord sur un truc que moi j'appelle la potion magique. Et dans cette potion magique, ils vont tirer le meilleur de leur pédagogie individuelle. C'est qui ces pédagogues? Ils viennent à l'appel d'Adolphe Ferrer. On va y retrouver des gens plus connus comme Alexander Neal, Libres enfants de Summerhill, pas de classe, pas de chaise. On va y retrouver Célestin Freinet, qui va arriver un tout petit peu après. On va y retrouver Maria Montessori, voilà dans les noms les plus connus. Et donc, ils vont se mettre d'accord et ils vont tirer le meilleur de ça, et ça va s'appeler, moi je l'appelle la potion magique. Et dans cette potion magique, ils vont mettre 3 ingrédients. Ils vont dire, OK, l'école idéale, c'est quoi? C'est un espace où il y a des enfants ou des adolescents en collectif. Parce que le collectif, c'est l'espace de la micro-société. C'est ce qui va permettre l'éducation à la citoyenneté, même si on n'utilisait pas ce mot-là à ce moment-là. C'est-à-dire comment est-ce que le groupe ou la classe
est un espace d'expérimentation de ce que va être la grande société. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils construisent ensemble, qu'ils travaillent sur de l'autogestion, qu'ils pensent la question du vote, etc., etc. Dans cette potion magique, ils vont y mettre aussi des maîtres. Alors à l'époque, ils disent des maîtres. Moi aujourd'hui, je dis le mot enseignant, enseignante. Alors qu'on se mette d'accord sur ce mot, qui j'englobe dans enseignant, enseignante? Je n'englobe pas que les profs. J'englobe là-dedans tous les gens qui, comme le dit Edgar Morin, enseigner, c'est donner à vivre. Alors j'y englobe tous les gens qui donnent à vivre aux enfants. Tu peux être animateur, éducateur, parent, grand-parent, cousin, voisin, tonton. Quand tu donnes à vivre à un enfant quelque chose, tu enseignes. Donc on va y mettre des enseignants et des enseignantes avec quand même deux particularités. Il va falloir que ces enseignants soient des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à remettre en question leurs pratiques, mais aussi à faire attention à ne pas être dans la routine et la tradition, puisque c'est la routine et la tradition qui a amené la Première Guerre mondiale. Deuxième chose, il va falloir que ces adultes soient convaincus de cette vérité qui est révolutionnaire en 1927. L'enfant est l'égal en termes d'humanité à l'adulte. On est en 2025, on peut se le redire. L'enfant est l'égal en termes d'humanité à l'adulte. Le troisième ingrédient qu'ils vont mettre dans la potion magique, eh bien, c'est la société. La société a sa place à l'école. Tous les problèmes sociaux et politiques ont leur place à l'école. Tous les problèmes sociaux et politiques ont leur place à l'école. Oh, moi, je suis trop contente, c'est la potion magique. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle éducation nouvelle. On dit aussi pédagogie nouvelle. C'est comme ça qu'on va appeler ce principe, ce champ pédagogique. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on n'a pas réussi à l'éviter. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance qui va mettre en place un paquet de choses formidables, dont évidemment notre formidable sécurité sociale qu'on est en train de nous rapter. Ils vont aussi demander à un groupe de personnes de travailler à repenser l'intégralité du système éducatif français à partir de l'éducation nouvelle, à partir de cette potion magique. Deux hommes vont s'y coller, Paul Langevin, Henri Wallon, avec toute une équipe. Ils vont bosser pendant 2 ans. En 1947, ils reviennent, ça y est, ils ont le projet global du système éducatif français à partir de cette éducation nouvelle. Ils le posent sur la table. Ça s'appelle le plan Langevin-Wallon. Le plan Langevin-Wallon ne sera jamais adopté. Alors pourquoi? C'est assez simple, hein. On est en 1947, c'est le début de la guerre froide. En France, c'est le deuxième gouvernement de Ramadier, duquel on a viré tous les ministres communistes. Paul Langevin et Henri Wallon étaient communistes. Donc ce plan ne sera jamais appliqué. Pourtant, il s'est passé pas mal de choses intéressantes avec ce plan, parce qu'il y a plein de pédagogues, aujourd'hui encore, Philippe Mérieux, pour un des plus connus, se revendique de cette éducation nouvelle. Et il y a eu dans les différentes réformes, parfois des inspirations de ce système-là, de cet écrit-là. Par exemple, on a vu arriver dans les collèges, il y a déjà une bonne trentaine d'années, des troisièmes professionnels, ou prépa pro, comme on les appelait, enfin voilà, des troisièmes. Alors moi, je me suis dit, c'est génial, parce qu'en fait, ça y est, on va faire rentrer au sein du collège public des pédagogies différentes. Donc je me suis dit, c'est formidable. Nous, les MFR, ça fait 70 ans, parce qu'on est né en 1927, ça fait 70 ans qu'on fait de la pédagogie de l'alternance. Ça fait 70 ans qu'on développe une pédagogie différente. Donc, on va aller dans les collèges, la transmettre, cette pédagogie. Enfin, une nouvelle pédagogie va rentrer dans les collèges. Monsieur qui me fait non. Vous avez raison, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, pour une bonne et simple raison. Moi, je suis un peu naïf, je suis un peu prolo quand même. Je viens d'un milieu prolétaire. Donc, moi, je m'étais dit un peu concon. Les MFR, ça appartient, c'est géré par le ministère de l'Agriculture. Ça fait partie de l'enseignement agricole. Le reste, le gros bateau, c'est l'éducation nationale. Moi, je m'étais dit un peu concon. Ministère, c'est l'État, tout ça. Que nini. Ça, c'est une réflexion de prolo. Ça s'appelle le bon sens prolétaire. Donc si vous trouvez que ça semble évident, c'est que vous êtes des prolétaires. Le bourgeois, lui, il sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait la concurrence active entre tout le monde pour pouvoir développer l'innovation des enseignants. Donc on était en concurrence. Donc chacun est resté dans son précaré et ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, c'est simple, la pédagogie à l'éducation nationale, c'est une pédagogie
qu'on dit traditionnel. Alors c'est très simple, hein. Vous prenez un programme scolaire, vous le bourrez bien. Il faut bien le bourrer, comme ça, c'est-à-dire vous le faites de manière à ce qu'il ne soit pas transmissible, ok ? Ils sont tous comme ça, tout le monde le sait, ça fait des années. La seule discussion qu'il y a, si vous n'êtes jamais rentré dans une salle des profs, je peux vous dire, c'est quoi la discussion principale, hein ? La discussion principale, c'est « t'en es où du programme ?» Je suis en retard sur le programme. Voilà. En gros, c'est ça le truc. Pourquoi ? Parce que l'enseignant, c'est un bon travailleur. Et il a envie de faire bien son travail. Et donc, quand vous devez faire rentrer ça dans ça, vous faites un système d'entonnoir et puis vous bourrez. Cours, contrôle, devoir. Cours, contrôle, devoir. Il n'y a pas de possibilité d'enseigner autrement. Ce n'est pas parce qu'on va utiliser 2-3 techniques qu'on a une pédagogie différente, hein. Donc on bourre. Bon, j'appelle ça donner à bouffer du thon aux enfants. Alors c'est pas mal, on donne du thon à bouffer aux enfants de l'école maternelle jusqu'à peu près au lycée. Ça marche, on peut dire que ça marche. Les résultats, c'est à peu près 80% de réussite, c'est pas mal, 80%. On peut dire que c'est pas mal, 80%. Alors dans les faits, ça fait quand même 4 à 5 gamins par classe pour qui ça marche pas. Déjà, ça fait pas mal. Bon, admettons 80%. Donc moi, je me suis intéressée aux 20% pour qui ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, pourquoi il y en a pour qui ça ne fonctionne pas? Alors ça, c'est ma théorie. Hein, tout ce que je vous ai dit avant est vérifiable. Ça, c'est ma théorie. Là, je me la joue sociologue à 2 balles. Donc ma théorie, c'est que sur ces 20%, vous avez 3 profils de gamins. Alors vous avez ceux, c'est mort, ils sont nés allergiques au thon. C'est comme ça. Moi, je te les repère à 2 ans, 2 ans et demi, avant même qu'ils rentrent à l'école. Je te le vois, je peux te le dire. Je peux te dire, oula, lui, ça va être compliqué à l'école. Ouh, bon courage. Voilà, c'est ceux qui naissent allergiques au thon. Puis vous avez une autre catégorie. Alors, c'est les gamins, ça démarre bien. À l'école maternelle, c'est bien. Les petits chaussons, le petit sac, le doudou, c'est super, ça se passe bien. Le primaire, ça commence à... Tu vois, c'est un peu lourd. Fin de primaire, alors collège, là, ça dégénère. Déclenche une intolérance progressive au thon. Et puis, vous avez une 3e catégorie de jeunes. Des jeunes que j'ai beaucoup vus en MFR. C'est des jeunes, vous savez, un peu intuitivement, comme ça. Ils ne sauraient pas le dire. Mais je crois qu'intuitivement, ils ont compris un truc. Ils ont compris que c'était quand même dégueulasse qu'on nous file à bouffer du thon, alors qu'il existe du caviar. Voilà. Alors, moi, les 80% de réussite, j'ai quand même un doute. Je pense que c'est beaucoup moins que ça, en réalité. Parce que moi, par exemple, je suis une réussite de l'éducation nationale. Bah oui, il faut quand même bien le dire. J'ai eu mon bac avec mention, j'ai jamais redoublé, tout va bien. Bon, alors si on y regarde un petit peu plus près, c'est moins joli que ça. Donc pour eux, bien sûr, je suis statistiquement une réussite de l'éducation nationale. Si on regarde un petit peu plus profondément, on se rend compte quand même que j'ai fini ma terminale avec 7,5 de moyenne. C'est pas beaucoup pour aller au bac. Et pourtant, je l'ai eu avec mention. Mais comment j'ai fait ? Alors, c'est l'ancien bac, on est d'accord, celui où il y avait très peu de contrôle continu. Aujourd'hui, je pense que ça se passerait un peu différemment. Pourquoi ? C'est simple. Moi, j'ai fait un bac en alternance. Ça veut dire qu'un coup, j'y allais, puis un coup, j'y allais pas. Vous voyez, c'était un peu comme ça. Et en fait, comme j'y allais pas beaucoup, j'ai beaucoup séché, beaucoup séché. Alors, à l'époque, ça pouvait encore se faire. Gros lycée public, tu te mets 1 ou 2 pions dans la pioche. En général, c'est des étudiantes qui font ça pour payer leurs études ou je sais pas quoi. Ça passe. Mais comme j'y allais pas beaucoup, j'ai eu plein de zéros, évidemment. Quand j'étais pas là, j'avais plein de zéros. Donc évidemment, tu n'as pas une bonne note. Mais j'ai réussi quand même à l'avoir. Tout simplement parce que j'ai compris un truc. Alors je l'ai compris, c'est pas de l'intelligence. Il y a des gens qui sont doués pour faire des trucs de leurs mains. Moi, je sais rien faire de mes 10 doigts, c'est pathétique. Ce truc-là, j'avais capté très vite que si une année, vous étiez mon prof de maths, vous me demandiez de manger, vous me donniez du thon à manger, des maths, puis à un moment, vous allez me demander de le régurgiter. Et moi, je captais que vous, ce que vous aimiez, c'est le thon blanc. Donc, je vous le régurgitais exactement comme vous le vouliez, vous. Donc, je vous le recrachais en blanc. C'était un blanc un peu crème, parce que comme je n'avais pas beaucoup bossé, quand même, ce n'était pas un blanc super... mais ça passe. J'avais appris à m'adapter, à faire semblant que j'aimais le thon et à donner l'illusion à mes enseignants que ils étaient tellement formidables, j'étais tellement une bonne élève que ça passe. J'ai eu mon bac comme ça. La vérité, c'est que je me suis emmerdée royale au lycée. Comme j'ai beaucoup séché, aujourd'hui on appellerait ça du décrochage scolaire. À l'époque, je suis passée comme ça.
Est-ce que c'est une réussite? Je ne sais pas. Et la vérité aussi, c'est que je n'ai pas fait d'études universitaires, ce qui n'est pas grave, hein. Mais j'ai essayé, sauf que je ne sais pas travailler. Je ne sais pas travailler. J'ai fait semblant d'aimer le ton. Ils ont fait semblant que ça leur suffisait. Je n'ai jamais appris à travailler à l'école. C'est pas grave en soi, mais ça donne pas grande confiance en soi non plus. Parce qu'on sait qu'on est un escroc. Et je pense que je suis pas la seule à m'être ennuyée, même en ayant obtenu les résultats. Et faire semblant, en fait, d'aimer le ton, c'est ce que j'ai fait aussi en démarrant. Enfin, j'ai fait semblant d'être maîtresse jusqu'à ce que je me prenne 2 claques. La première claque, c'est Jules-Édouard qui me l'a donnée. Alors, j'ai jamais eu de Jules-Édouard, j'ai changé les prénoms, j'ai jamais eu de Jules-Édouard en MFR, hein, on est d'accord. Alors, les Jules-Édouard, je ne sais pas où ils vont à l'école, mais ils viennent pas chez nous, ça c'est sûr, peut-être au collège du Sacré-Cœur, en centre-ville, peut-être. Donc, Jules-Édouard est là, et Jules-Édouard, alors lui, par contre, si moi je sais rien faire de mes 10 doigts, lui, il est doué. Alors, Jules-Édouard, tu lui donnes une trousse classique d'élève, hein, avec des crayons, du scotch, de la colle, et avec tout ça, il te découpe tout le machin, et il arrive à te faire des bonhommes super joli, vraiment. Plein de petits bonhommes comme ça. Et Jules-Édouard, il invente des histoires. Et donc, il est là, il fait ses histoires avec ses petits bonhommes. Et Jules-Édouard, il occupe comme ça les 6 personnes qu'il y a comme ça autour de lui. Et donc, Jules-Édouard, il m'énerve. Oui, il m'énerve. Donc, je demande à Jules-Édouard d'arrêter de jouer avec ces trucs. Il me dit oui, il continue. Je le dis 2 fois, je le dis 3 fois. La 3e fois, je lui dis écoute, on va se calmer. On est la 6e heure de cours de la journée. J'ai pas la prétention de pouvoir retenir ton attention ce soir. Ce qu'on va faire par contre, parce que là tu m'emmerdes à emmener tout le monde avec toi, tu vas prendre tes affaires, tu vas aller dans la salle à côté. Si tu te sens capable de revenir, de raccrocher le cours, bah, tu reviens. Sinon, c'est pas grave, je viendrai te voir à la fin, je te dirai à peu près ce qu'on a fait, et puis tout va bien. Il me dit non mais c'est bon, je reste. D'accord. Donc je reprends mon cours, et là, Jules-Édouard recommence. Donc je lui dis, écoute, c'est bon, tu prends tes affaires, Jules-Édouard, et tu sors. Alors là, Jules-Édouard, il fait un truc de fou, il attrape sa trousse comme ça, et il balance tous ses bonhommes et ses crayons dans sa trousse, et il zippe sa trousse. Il attrape son cartable comme ça, il balance sa trousse, ses cahiers, et tout, et il zippe son truc. Nous, on est tous en train de se demander ce qu'il est en train de faire, parce qu'il faut savoir que chez nous, les jeunes gardent une salle de classe toute la semaine, et c'est les enseignants qui tournent dans la classe. Donc en gros, il est en train de se tailler là. Donc il prend ses affaires, il prend son manteau, il pousse la table comme ça avec la hanche, il sort et il claque la porte. L'adolescent adore faire du bruit quand il n'est pas content. Je regarde par la fenêtre, je vois qu'il va quand même se mettre dans une salle à côté et qu'il ne se taille pas. Et j'attends la fin du cours pour aller le voir et je lui dis, Jules-Édouard, qu'est-ce que t'as foutu quoi? Franchement, c'est pas cool, tu m'as obligé à te punir. Pourquoi t'es pas sorti? Et là, je vois dans les yeux de Jules-Édouard rien. Absolument rien. Alors, j'essaie de m'expliquer, et puis en fait, je me rends compte que il comprend pas ce que je dis. Je me rends compte que, en fait, lui, il se dit que c'est pas possible qu'un enseignant lui propose réellement de sortir de la salle et que c'est pas un problème. Ok ? Donc j'essaie de le convaincre que oui, il me dit. Et après, il me dit oui, mais de toute façon, ça revient au même. Je suis virée de cours. Ah, je me dis, bah punaise, s'ils ne me comprennent pas mieux que ça va être compliqué, quoi. La 2e claque, c'est Jean-Charles qui va me la coller. Jean-Charles, il est là, et on est en cours je fais des cours de vente, vous avez compris, donc on fait un peu de gestion, c'est des maths, hein. On fait des maths. Et il y a un exercice, alors je passe, et puis je démarre avec lui, puis je vois qu'il a compris, donc il démarre l'exercice, c'est bon, il sait faire. Donc je passe à quelqu'un d'autre. Et puis quand je repasse, au bout d'un moment, je passe devant sa feuille, et je vois qu'il n'a rien écrit de plus que ce qu'on a fait ensemble. Donc je lui dis, Jean-Charles, pourquoi tu n'as pas fini l'exercice? Il me dit, bah parce que j'en ai rien à foutre de votre exercice, madame. Bon, alors je lui dis, soit, j'entends. Mais tu sais, on a un deal de travail, tout ça, l'engagement, je ne sais pas trop ce que je baratine, j'insiste, tout ça, je fais ma relou, j'imagine. Et puis il me dit non, mais c'est bon. Et puis finit par, je le pousse à bout en réalité, et il finit par balancer sa feuille et il me dit putain, mais j'en ai rien à foutre de votre truc de merde. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Moi, je sais pas qui vient me chercher vendredi et je vais dormir à la rue moi ce week-end. Ben, le fais pas, l'exercice.
bon, il ne va pas dormir à la rue ce week-end-là, mais ce que je comprends à ce moment-là, parce qu'on va chercher des solutions, mais ce que je comprends à ce moment-là, c'est que si eux ne me comprennent pas, je crois que je ne les comprends pas non plus. Et qu'il y a tout un tas de choses qui se passent pour eux, qui ne peuvent pas se gérer dans l'espace collectif. Et que moi, j'ai enseigné avec l'idéal, l'espèce de truc qu'on nous vend, qui est faux. Moi, j'ai commencé à enseigner en pensant que les enfants, si vous voulez, quand ils arrivaient comme ça dans la salle de classe, au moment du passage de la porte de la salle de classe, il y avait une aura comme ça qui tombait du ciel et qui faisait qu'ils laissaient tous leurs soucis derrière eux, toute leur vie, qui rentraient dans cette salle de classe, prêts à recevoir mon savoir. Bon, ça ne marche pas comme ça. Donc, je me suis dit, OK, et à partir de ce moment-là, dans l'établissement, on a commencé à mettre en place de l'accompagnement individualisé, des parcours individualisés. Donc, moi, j'ai eu du temps de dédier pour faire ça. Et donc, comment ça se passait? Assez simplement, on proposait à des jeunes que nous, on repérait avec peut-être des problématiques ou des besoins spécifiques, on leur proposait de les accompagner, ils pouvaient dire oui ou non, et ils engageaient ensuite un accompagnement individuel avec moi. Alors c'est vachement sympa parce que sur les 9 ans que j'ai fait ça, ils ont tous toujours dit oui, dis donc. C'est chouette, non? C'est parce que je suis une super prof. Ou alors c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas dire non à l'institution. Donc ils venaient quand même et on a fait plein de types d'accompagnement. Alors vraiment sur plein de choses. Par exemple, c'est pas forcément les élèves qui font le plus de bruit qui ont le plus besoin de nous. C'est souvent ceux qui on va focaliser, alors qu'en réalité, dans toutes les salles de classe, vous avez un jeune. Souvent, c'est une fille, ça peut être un garçon qui va passer sa scolarité comme ça, avec un manteau fermé comme ça, à quasiment parler à personne dans une solitude crasse, et tout le monde s'en fout. Voilà, donc, par exemple, on va accompagner ça, parce que c'est pas quelqu'un qui s'éclate, c'est pas quelqu'un qui est bien. Et puis, je suis contente, quoi. Vraiment, ça se passe bien. Les jeunes attendent le lundi matin devant mon bureau. Le vendredi, je remets des médailles. Oh, c'est super cette semaine. Jean-Marc, t'as eu envie de péter la gueule d'aucun prof. On avance, c'est cool. Voilà, donc je suis assez contente. Ça se passe bien. Jusqu'à Marie-Cécile. Alors, Marie-Cécile, elle est arrivée chez nous en 4e. Ça se passait bien, elle a des copines, ça va. Elle a une petite tendance à être marseillaise, comme ça. Vous voyez un peu l'expression. Elle est toujours un peu plus que les autres. C'était pas très grave. Et puis, début de la 3e, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Elle passe à raconter des trucs. C'est plus énorme, quoi. C'est méga énorme, en fait. Donc, elle se prend à tête avec ses parents, elle se prend à tête avec toutes ses copines. Moi, j'arrive plus à communiquer trop avec elle, jusqu'à ce que j'ai son maître de stage qui m'appelle en me disant, écoutez, vu ce qu'elle raconte, si c'est vrai, c'est grave. Si c'est pas vrai, c'est grave aussi. Moi, je peux plus la voir parce que ce qu'elle dit à mes clients, c'est juste pas possible. Donc, ça tourne toujours autour de la mort, de la trahison, du viol. Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc, je vois les parents et je dis aux parents, là, il faut qu'on fasse rentrer un pédopsychiatre dans la boucle parce que je ne suis pas du tout compétente, là, il faut quelque chose. Donc, les parents, à ce moment-là, me disent, ça tombe bien, elle a déjà un suivi avec un pédopsychiatre. Donc, moi, je suis contente à ce moment-là parce que ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, un travail qui est en route, en fait, avec un psy. Donc, je fais ce que je fais d'habitude, j'appelle le psychiatre. Oui, bonjour, j'appelle pour vous parler de Marie-Cécile. Alors là, elle me coupe direct, comme d'hab. Elle me dit, écoutez, ça va pas être possible que je vous en parle, parce que moi, je suis médecin, et donc je suis tenue au secret professionnel. Bon, ça m'énerve toujours un peu, et en même temps, je trouve que c'est très important, le secret professionnel, donc c'est très bien. Mais d'habitude, je fais toujours ça, je dis, pas de souci, moi, je ne vous demande pas d'informations sur la jeune, moi, je vous en donne. Et vous êtes l'adulte compétent pour savoir ce que vous faites de ces informations dans l'accompagnement de la jeune. Donc, j'enchaîne et je commence à dire tous les faits, parce que je sais faire des signalements, voilà, tout ce qui est factuel dans ce qui s'est passé ces dernières semaines avec la jeune. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'elle n'est plus là, donc je dis, excusez-moi, vous êtes encore là, vous m'entendez ? Et elle me dit, oui, je suis là, mais alors par contre, je suis désolée, moi je ne comprends pas ce que vous me dites. Moi, ma relation avec Marie-Cécile va très bien, et même de mieux en mieux, et j'ai un autre patient. Au revoir, madame. Et elle raccroche.
Je suis furax, quoi. Je suis folle dans ce bureau. Je hurle là-dedans, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette psychiatre de merde? Je regarde sur Internet où elle est. Elle est à 1h30 de là où je bosse. Elle a du bol, hein. Sinon je prends ma caisse, j'arrive et je fais une razzia dans son cabinet d'attente, là, à dire aux parents, barrez-vous avec vos gosses, cette femme est dangereuse. Cette femme, elle me dit quoi? Moi, je lui raconte que la gamine, il n'y a plus rien qui va, elle n'a plus de copine, on n'arrive plus à communiquer avec elle, elle n'a plus de stage, elle est en conflit permanent avec ses parents, elle chiale toute la journée, mais sa relation va de mieux en mieux avec sa psychiatre. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis hyper en colère, et je me dis, en fait, cette psychiatre, ce qu'elle fait juste, c'est elle se fait plaisir, elle, dans la relation, quoi. Se faire plaisir dans la relation. Et là, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte parce que je pense aux jeunes qui font la queue le lundi matin pour venir me voir, ceux que je croise dans les couloirs, puis qui me disent « Madame, c'est quand qu'on est en entretien individuel avec vous ?» Des cadeaux que j'ai reçus en fin d'année, des belles lettres, dont une lettre d'amour. Et là, je me demande si moi aussi, je me ferais pas un peu plaisir dans la relation. C'est très facile de se faire aimer d'un adolescent. Si vous lui manifestez de l'attention, c'est très facile de se faire aimer d'un adolescent. Et donc aussi de le manipuler. Alors je me dis, c'est bon, j'arrête tout, ça va pas du tout. Je vais voir mes collègues, je dis, on arrête l'accompagnement individuel, ça craint. Et là, ils me disent, attends quand même. On va en discuter. Oui, on entend ce que tu dis, mais en fait, on a quand même plein d'exemples de jeunes qu'on a remis dans une dynamique. Enfin voilà, ça fonctionne à plein de niveaux. Par contre, ce qui fonctionne moyen quand même, c'est aussi qu'il y a des jeunes avec qui, quand tu es dans la pièce, ils ont une attitude. Quand tu n'es plus dans la pièce, ils ont une autre attitude. Je dis, bah voilà, donc ça confirme ce que je vous dis, il faut arrêter ça. Ils me disent, non, ça veut dire qu'il faut aussi travailler le retour au collectif. L'accompagnement individuel n'a de sens que pour redonner une énergie cassée, pour retrouver sa place au sein du collectif classe, au sein de la micro-société, au sein de la société. Donc, il faut travailler cette notion de collectif. Ok, je m'y colle. On me redonne des heures pour ça et je vais donc cumuler avec de l'accompagnement collectif. Et là, je me dis, attends, pour bosser avec des jeunes, leur donner l'idée que l'école, c'est un espace collectif. S'ils n'ont plus cette idée-là, c'est aussi parce que les parents n'ont plus cette idée-là, que l'école est un espace collectif. Et donc, je me dis, il faut travailler avec les parents. Et je le sais surtout parce que je suis maman. J'ai 2 enfants. Mon aînée est une fille qui s'appelle Marie. Et c'est donc avec Marie que j'ai découvert l'école et que j'ai fait les différentes étapes de découverte à l'école. Alors, ça a démarré comme ça. J'ai mis ma fille à l'école à 2 ans et demi. 2 ans et demi parce que, disons que son frère a 1 an et demi de moins qu'elle, si vous voulez. Donc, je l'ai mis un peu tôt parce que j'avais donc un enfant de 2 ans et demi. Il y a un moment, je me suis dit, il y en a un qui va passer par la fenêtre, je ne sais pas lequel. Donc, quand j'ai compris que l'école pouvait les prendre, je fais « Alléluia !» Donc, je les ai envoyés à l'école. Alors, j'ai raconté à tout le monde, comme je suis une bonne maman, que c'était pour qu'elle se socialise, tout ça, qu'elle ait des amis. Non, c'était une question de survie familiale. Hein. Voilà. Donc, je te l'ai envoyée à l'école, j'étais hyper contente, elle n'était pas propre. Ils m'ont dit, il faut qu'ils soient propres, les enfants, pour rentrer. Alors, j'ai essayé dans l'été de la rendre propre, puis j'arrivais pas. Donc, à la rentrée, j'ai dit, tant pis, je m'en fous. On joue le tout pour le tout. Jour de la rentrée. J'arrive sur le parking de l'école. Ma gamine est dans la voiture. Au moment, avant de descendre de la voiture, je la déshabille, j'enlève la couche et je lui dis, il n'y a pas de couche à l'école. Allez, viens. Elle y va. Passe une bonne journée. J'avais quand même mis un rechange dans le sac à dos pour les dames, pour les instituts, tout ça. Je l'ai récupérée le soir, elle était propre. Ça peut marcher. Donc, ils me l'ont rendue propre. Bref, donc je l'envoie à l'école et arrive la première réunion parents-maîtresses. Alors, je suis invitée, bien sûr, donc moi, j'y vais. Ah, j'y vais pourquoi? J'y vais parce que je suis une bonne maman. Vous savez ça. Les bons parents vont aux réunions à l'école. Les autres sont de mauvais parents. Donc, moi, j'y vais. Donc, on arrive, alors c'est super, on est accueillis par l'institutrice, donc elle nous invite à nous installer. Ok, donc on s'installe. Voilà.
Alors, on va s'installer comme ça, voilà. Voilà, sur les petites chaises. Alors, il y a un papa rugbyman à côté qui se colle 2 chaises comme ça sur le cul. À mon avis, il a passé la réunion en extension, le gars, ça me faisait rire. Bref, on est là. Et la maîtresse s'assoit elle aussi sur sa chaise. Voilà, comme ça, chacun est bien à sa place. Et elle démarre. Alors, pendant une demi-heure, elle nous explique comment ça se passe, grosso modo, une journée dans sa classe. Tout va bien jusqu'au moment du drame. Et le drame survient quand elle balance avec un vidéoprojecteur un tableur Excel sur le mur. Ici, vous avez une colonne qui détaille toutes les compétences à acquérir pour la petite section. Ici, vous avez une autre colonne avec marqué décembre, une autre avec marqué mars et une autre avec marqué juin. Et vous avez sur chaque page de classeur les prénoms de nos enfants. Et alors là, moi, je fais comme tous les autres parents. Je passe en mode angoissé. Je lis toutes les compétences à acquérir, vous voyez, tous les trucs. Alors j'ai un peu peur parce que je vois des mots qui me font un peu flipper personnellement. Par exemple, produire, reproduire, obéir, copier, recopier. Alors ça me fait un peu flipper. Je cherche la compétence savoir dire non. Elle n'y est pas, bon, ok. Et donc tout le monde en panique jusqu'à ce que, je vous jure que c'est vrai, une maman lève la main et dit « Excusez-moi par contre, s'ils n'ont pas validé toutes les compétences à la fin de l'année, est-ce qu'ils redoublent ?» 2 ans et demi. Alors j'ai envie de rire à l'intérieur et puis après j'ai plus envie de rire parce qu'en fait je me dis cette femme elle exprime quelque chose que peut-être d'autres ont pensé et en tout cas elle exprime une angoisse et moi aussi je suis angoissée là tout de suite maintenant. Donc la maîtresse elle va ramer derrière parce que c'est une super maîtresse par ailleurs. Je trouve juste qu'elle a merdé ce jour-là. Elle va dégager son machin, elle va l'effacer et elle va passer une demi-heure à nous rassurer. Non mais oui, bien sûr que l'école maternelle, c'est juste apprendre à vivre ensemble. Mais déjà, c'est formidable si votre fils arrête de mordre ses voisins avant la fin de l'année, ça va être super. S'il arrête de pisser à côté des toilettes, enfin c'est super. Donc elle calme un peu le jeu. Mais le verre est dans la pomme. Et nous repartons tous à cause du tableur, avec la question de la réussite individuelle de notre enfant. Et ça ne va pas s'arranger. Ma fille va grandir et un jour, elle entre au collège. Alors moi, comme tous les parents, le collège, tu flippes un peu. Tu sors de la petite école, tu passes sur une plus grande école. Puis surtout, ça sent l'adolescence. Et comme on est dans une société qui dit « Ouh, l'adolescence, ça va pas », t'as des images dans la tête, quoi. Si Sex and Son, drogue, enfin bon, rock'n'roll, ça va être compliqué, quoi. Donc tu te poses quand même toutes ces questions-là. Et arrive la réunion de rentrée. Donc j'y vais, je suis une bonne maman. J'arrive. Alors là, c'est chouette parce qu'on est accueillis sur des grandes chaises par le prof ou la prof principale. Donc on s'installe et là va arriver dans la salle un cortège de profs, comme ça, toutes les matières, comme ça. Voilà, donc nous, on est là assis et eux, ils vont rester debout. Vous voyez, comme ça, chacun est bien à sa place. Et puis, c'est le défilé du programme. Ah, c'est le défilé du programme. Alors là, c'est l'angoisse totale. Donc, ils vont tous venir vous donner leur programme. La classe de 6e, une année. J'ai eu 20 minutes sur la réquère par le prof de maths. 20 minutes sur la réquère. La réquère, vous ne savez pas ce que c'est, je vous la fais en 10 secondes. La réquère est un petit ustensile en plastique qui fait à la fois rapporteur, règle et équerre. Nous vous demanderons 20 centimes par enfant pour qu'ils aient ce matériel. 20 minutes, le gars, il nous fait là-dessus. Et alors moi, il y a un papa à côté de moi qui flippe parce qu'il dit « Putain, il y a beaucoup de géométrie en 6e. Moi, mon fils, c'est un cochon, ça va être dur, ça va être dur. » Et tout le monde flippe. Oh. Et alors les profs de français. Putain, les profs de français. Alors moi, j'ai appris par plein de profs de français à quel point j'étais une grosse merde en tant que mère et que mes parents étaient aussi des grosses merdes. Hein, je tiens à vous le dire quand même. Bah oui, parce que quand même, il faudrait quand même qu'on emmène nos enfants au musée. N'est-ce pas? Au musée. Au musée. Et moi, mes parents ne m'ont jamais emmené dans un musée. Donc mes parents sont des grosses merdes. Et alors, je ne vous dis pas, quoi. Là, c'est violence sociale sur violence symbolique, on appelle ça en sociologie, sur violence symbolique. Merci la culture bourgeoise et ta culture à toi, ce que toi tu vis avec tes enfants. Tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne. C'est pas une caricature que je suis en train de faire, je fais vraiment un mix de choses que j'ai vécues. J'ai été famille d'accueil aussi pendant 10 ans, on n'a accompagné que des adolescents, donc j'ai fait à peu près toutes les rentrées scolaires dans 5 collèges, 6 lycées. Grosso modo, ça se passe toujours comme ça. Hein.
Il y a très très peu de variations. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est pas un truc vieux. Voilà. Donc en fait, ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que nous, on arrive avec des craintes qui sont liées à l'environnement de l'enfant, ses relations aux autres, comment il va traverser cette période de l'adolescence. Et on repart uniquement avec la question de la réussite individuelle de notre enfant, qui en plus est sur nos épaules. Comment voulez-vous qu'après, les profs ne se plaignent pas, et ils m'énervent quand ils se plaignent de ça, parce que c'est eux qui créent cette situation, que les parents ne viennent que pour les critiquer sur telle note ou tel truc. Ah, mais vous n'avez pas fait tel programme, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez mis telle note à mon gamin. C'est vrai, les parents, ils font ça, ils sont chiants. Mais ils font ça pourquoi? C'est la seule porte qu'on leur a laissée ouverte. La seule. Il n'y a pas d'autre possible pour rentrer à l'école que de venir critiquer ça. Mais arrêtez de donner vos programmes, en fait, les gars. Déjà. Et après, on ne viendra pas vous dire, vous n'avez pas fait le programme. Donc, ils tendent le bâton pour se faire battre. Ça crée une espèce de distance énorme entre l'institution et le parent. Et le môme, il est au milieu de tout ça. Mais il n'est pas vraiment au milieu. Il sera toujours davantage du côté des parents. Donc, il est en porte-à-faux avec le système scolaire qui veut mettre en place des espaces collectifs d'apprentissage. Donc, si on veut faire du collectif avec les enfants, il faut s'occuper des parents. Alors, moi, mes réunions de rentrée, comment je les ai faites? Eh ben, voilà, chez moi, on arrivait comme ça. Alors, j'avais enlevé les tables, il y avait des chaises, puis il y avait quelques chaises en cercle, enfin, des chaises en cercle comme ça. Alors, c'était assez marrant, parce que les parents sont un peu formatés. Donc, ils arrivaient, alors, je pense qu'ils se disaient tous à chaque fois, ah, elle n'a pas eu le temps d'installer sa salle. Donc, gentiment, ils voulaient absolument me décaler les chaises pour les refoutre devant le tableau. Je disais, non, non, c'est bon, et c'est comme ça, c'est bien. Installez-vous. Alors, comme ils sont sympas eux aussi, hein, et qui n'ont pas appris à dire non à l'institution, eh ben, ils s'assoient. Alors, ils sont pas hyper à l'aise, hein, parce que ça veut dire que tu as 4 autres parents autour de toi, tu as quasiment les genoux qui se touchent, tu vois, c'est pas hyper confort, quoi, ça, je le conçois bien. Donc, ils sont là un peu, c'est un peu bizarre, cette enseignante. Et puis, moi, je démarre, et puis je leur dis, bienvenue, messieurs, dames, merci d'être venus. Ça tombe bien, vous allez pouvoir rentrer en relation les uns avec les autres, puisque de toute façon, vous avez 2 points communs. Vous avez tous un enfant, au moins, et où vous êtes responsable d'un enfant, et ils sont tous dans la même classe. Donc c'est génial, ça vous fait plein de sujets de conversation. Je vous ai écrit des petites questions sur la feuille qui est par terre. Vous avez un papier, un crayon, vous pouvez écrire s'il y a des questions que vous voulez me poser après, et je vous laisse discuter entre vous. Salut, et je m'en allais. J'aimais bien faire ça. Je pense qu'ils me prenaient tous pour une tarée. Moi, je restais dans le couloir et j'écoutais. Il y avait du silence pendant 4-5 minutes. Bon, un petit peu moins, j'exagère, 4-5, c'est long. Alors des fois j'entendais « Oh, c'est un petit peu bizarre comme manière de faire, on n'a jamais vu ça ». Puis au bout d'un moment quand même, ils disaient « Bon, on va regarder sa feuille, quoi, on va regarder les questions ». Donc ils prenaient les questions. Puis moi j'allais fumer des clopes. Et puis quand je revenais, 3/4 d'heure après, c'était un bordel dans cette salle. Ça parlait dans tous les sens. Ils n'arrêtaient plus. Alors j'arrivais, je disais « Bon, on va revenir ensemble. » Puis j'avais du mal à les faire taire, quoi. Ils étaient partis. Alors il y en a qui disaient « Ouais, mais on n'a pas encore répondu à toutes les questions. » Alors, je disais « C'est pas grave, vous reviendrez, on n'est pas obligé de tout consommer. » Et puis je reprenais la parole 1/4 d'heure, 20 minutes pour répondre à quelques questions. Parce qu'il y en avait très peu. Les parents savent très bien entre eux communiquer, se donner aussi des réponses à leurs questions. Et puis surtout, ce qui se passait, c'est quand j'avais fini la réunion, c'était pas comme dans les collèges ou les lycées dans lesquels j'allais, où en l'espace de 5 minutes, la classe est vide, le parking est vide, et au mieux, tu as 2 mamans qui restent sur le parking pour discuter parce qu'elles se connaissent de l'école maternelle, tu vois. Elles ont été ensemble pour faire la kermesse de l'école maternelle. Sinon, tu n'as plus personne en 5 minutes. Ah, mais moi, c'était chiant, parce qu'ils reprenaient leur discussion. Et ça parlait, et ça parlait. Moi, j'avais envie de rentrer chez moi, alors j'essayais de les faire sortir. Et sur le parking, ils continuaient à parler. Moi, il fallait que je ferme le portail. Eh ouais, parce qu'en fait, ils se rencontrent et il se passe plein de choses incroyables, en fait, qui fait qu'ils vont revenir. On faisait 5 réunions par an, par année, par an. Et les parents y venaient. On avait un conseil d'administration, on avait entre 20 et 25 parents. On a eu entre 20 et 25 parents engagés pendant 10 ans sur un établissement de 100 élèves. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'engagement des parents, sur des niveaux collège-lycée. Alors quand dans les collèges et lycées, qu'ils n'ont plus personne dans les conseils d'administration et qui sont là à dire « Les parents ne s'engagent plus pour leurs enfants ». Mon cul, les parents, ils s'engagent pour leurs enfants. Ils n'ont pas arrêté de les aimer parce qu'ils ont 3 poils. Hein. Ils continuent à les aimer tout pareil et à avoir envie de faire des choses pour eux. Faut-il qu'on leur laisse une place intéressante pour faire quelque chose avec eux? Si c'est juste pour lever la main au conseil d'administration, moi j'ai fait le conseil d'administration du lycée. Hein. Je fais 1 année. J'ai à peine tenu l'année.
Et après, ils m'ont redemandé, j'ai dit, bah écoutez, quand l'année dernière, on a fait 2 conseils d'administration pour décider du changement du pack d'imprimante de l'établissement, où le gars nous a présenté 4 devis, puis après il en a fait un autre, et puis on a voté pour un devis, je pense qu'on se fout de ma gueule. Hein. Je crois que vous êtes tout à fait capable de décider quel prestataire vous allez prendre pour vos putains d'imprimantes. Je ne sais pas quelle est ma place là-dedans, quoi. Donc, bah oui, il n'y a plus de parents, c'est normal. Donc les parents n'ont pas de problème à s'engager si on leur laisse la place juste, en fait. Moi, c'est ce que je crois. Et surtout, quand on fait ça, parce qu'on va revenir aux jeunes, moi, mon boulot, c'est les jeunes. Quand on fait ça, et ben, du coup, on peut faire plein de trucs dingues avec les jeunes en collectif, parce qu'on a des parents qui déjà ont capté que c'était du collectif. Parce que là, ils ont parlé de leur gamin. Ah ben moi, le mien, j'ai peur que ça marche pas cette année. Ah ben moi, il a du mal à bosser. Ah ben moi, cet été, on a passé un été terrible. Il nous a pas adressé la parole de l'été. Ok, ah ben ouais, moi, mon fils était comme ça, qui prennent conscience que leur enfant, il n'est pas unique. Au sein d'un truc, c'est quelque chose qui est en mouvement. Cette vie-là collective, elle est en mouvement et elle est en interaction. Et ils vont se faire du bien et ils vont se faire du mal. Bienvenue au monde. Bienvenue au monde. Et donc, à partir de là, on peut faire plein de choses en collectif avec les jeunes. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Nous, on organisait les voyages scolaires. C'est les jeunes qui organisaient eux-mêmes leurs voyages scolaires. Alors, au collège public normal, ma fille aussi a fait des voyages scolaires. Alors, sur son année de 3e, elle en a fait 2. Un pour partir en Espagne, parce qu'elle faisait de l'espagnol. Un pour partir en Latini, parce qu'elle faisait du latin. Je veux dire en Italie, évidemment. Comme elle a des parents séparés qui avaient les moyens de payer chacun un voyage, elle a fait les 2 voyages. Dans sa classe d'espagnol, il y a un tiers de la classe qui n'est pas parti. Dans sa classe de latin, il y a 4 élèves qui ne sont pas partis. Pourquoi ? Parce que les parents ne peuvent pas payer le voyage scolaire. Alors, on va se mettre d'accord sur un petit truc rapide. Ce n'est pas l'objet politique de ma conf de parler de l'école et de l'inégalité des chances. Mais rien que cet exemple-là, rien que de savoir que dans tous les établissements de France, tous les ans, il y a des enfants qui, parce qu'ils sont nés dans la bonne famille, pas la bonne famille, mais dans une famille en tout cas, qui a les moyens, partent, quand d'autres ne partent pas, qu'on ne vienne pas me dire que l'école réduit les inégalités des chances. Parce qu'au contraire, elle les rend visibles tout le temps, tous les ans. Elle vient appuyer là-dessus. Elle vient humilier des enfants et elle vient dire à d'autres, vous êtes les futurs dominants de ce monde. Voilà ce qu'on dit à nos enfants, tous les ans. C'est honteux. Moi, quand j'étais jeune, on a fait tous les voyages scolaires. Mes parents, je vous rappelais, un SMIC, 5 enfants. À ce moment-là, il y avait des fonds socio-éducatifs qui fonctionnaient bien. Et en vrai, tout le monde partait. Moi, je suis toujours partie en voyage scolaire et toute ma classe partait. Mes parents, ils donnaient 30 francs. Je me souviens très bien. 2 voyages, mes parents donnaient 30 francs. Sur des voyages à 2000 francs. Hein. Donc, c'était leur participation à hauteur de leur revenu. Point barre. Donc, c'est possible de ne pas fonctionner comme ça. Bon, alors nous, on faisait comment ? C'était pas une boîte extérieure à qui on achetait, parce qu'on fait ça aussi. L'argent qu'on donne, il n'est pas pour l'école, il n'est pas pour les enseignants qui ont travaillé le projet, il est pour une entreprise extérieure à qui on a sous-traité l'organisation du voyage. Ça s'appelle faire rentrer l'entreprise dans l'école. C'est formidable. Donc nous on faisait comment ? C'est simple, on disait aux jeunes, voilà, vous avez par exemple plusieurs contraintes, donc voilà les dates à laquelle on va partir, voyage de 4 jours, voilà un thème, alors thème écologie par exemple, voilà, une thématique écologie, voilà le budget qu'on vous donne, et vous devez aller à la rencontre de qui, de quoi, c'est vous qui voyez. Ça c'est les 4 contraintes, débrouillez-vous avec ça. Ok, on y va. Donc on y va, ils balancent, ils sont là. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Ils balancent leurs idées. Alors au début, c'est simple, les idées, c'est super. On va faire... Alors on leur donne 300 €, 350 € par jeune. Donc il y en a un petit malin qui calcule avec sa calculatrice. Ça fait un gros budget quand tu multiplies par 25 élèves. Donc ils sont... Ouh, on est riche. Donc on y va. Alors vous voulez faire quoi ? On fait quoi ? Alors on fait laser game, ouais. Escape game, ouais. Bowling, ouais. Cinéma, ouais. McDo, ouais. Ah non, c'est pas écologique. Ok, je l'enlève. Alors on les laisse un peu rêver, quoi, avec tout ça. Bon, il va falloir s'héberger aussi. Il va nous falloir un lieu pour dormir. Ok, un hébergement. Ouais, il faut qu'on se déplace. Un car, il nous faut un car. Ouais, il nous faut faut gérer le budget, un budget. Ok, il nous faut de la bouffe. Ah oui, l'autre contrainte, j'ai oublié de dire, c'est on fait la bouffe nous-mêmes. Gestion libre. On fait la bouffe nous-mêmes. Donc il nous faut des menus. Ouais, il nous faut des repas, etc. Et là, c'est parti. On sépare les missions. Chaque groupe, petit groupe, ils se mettent par petits groupes de 4-5 et ils prennent une mission.
je vous propose qu'on aille voir le groupe qui a pour mission de réserver le car. Alors, ils sont 4-5 comme ça. Bon, alors nous, faut qu'on réserve un car. Et t'as fait quoi, toi, le week-end dernier? Ah ouais, parce que se passe 45 minutes. Au bout de 45 minutes, il y en a un qui dit bon, c'est bon, là, faut qu'on travaille, là. Faut qu'on choisisse, qu'on trouve un car. Et sinon, toi, tu fais quoi le week-end prochain? À la fin des 2 heures, ils rendent leur feuille de mission qu'ils rangent dans le classeur et je vois qu'ils ont écrit le nom de 3 autocaristes, dont un qui vient de Nice. Nous, à ce moment-là, on est dans le Maine-et-Loire, hein, entre Angers et Nantes. Je me dis, putain, ça fait loin quand même. Bon, bref. Donc, ils ont leurs 3 noms et puis je range ça dans un truc. Alors, on pourrait se dire, ce groupe n'a rien glandé pendant 2 heures. C'est faux. Ce groupe vient de faire l'expérience de la vie associative. Vous savez, toutes ces réunions incroyables où on se pointe à 20h, enfin à 20h, les premiers arrivent à 20h, parce que les autres arrivent à 20h15, voire 20h20, puis il y a Janine, quand elle arrive, qui dit « Oh, je vous ai pas dit, j'ai un nouveau petit-fils !» Alors elle sort son téléphone, Janine, puis elle montre les photos de son petit-fils à tout le monde, et puis il y a Gérard qui ramène la tarte que sa femme a fait, oui, parce qu'en général, les Gérards, c'est leurs femmes qui font les tartes, donc il la ramène, mais elle est trop bonne la tarte, alors on demande tous à Gérard « Mais c'est quoi la recette de cette tarte ?» Bah attends, j'appelle Janine, et puis je vais lui demander, et voilà. Et à la fin, on sera resté jusqu'à minuit et on aura éventuellement pris une décision. Ça s'appelle faire collectif et c'est extrêmement important. Et c'est ce que ce groupe vient de faire. Et tout va bien. Et comme ce n'est pas des andouilles, ce groupe-là, le soir, parce que je suis de veillée, donc ça veut dire que je reste jusqu'à 22h avec eux. Après, il y a une veilleuse de nuit qui prend le relais. Je fais le repas avec eux. Donc je suis en train de faire la vaisselle avec un groupe de jeunes. Et ce petit groupe-là vient me voir. Il est 20h30. Je suis à la vaisselle et ils viennent me dire « Madame, on n'a pas foutu grand-chose quand même cet après-midi sur le projet. Est-ce que vous pourriez nous filer les clés de la salle téléphone? On va aller appeler les entreprises. » Oui, bien sûr. Je leur donne la clé, ils s'en vont. Ils reviennent une bonne demi-heure plus tard. Bah, en fait, c'est fermé. Ok, je prends la clé. Et là, il y a un petit malin quand même qui me dit « Madame, vous le saviez que c'était fermé ?» Je dis « Ouais. » Il dit « Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit ?» Je dis « Eh ben, je ne vous l'ai pas dit. Croyez pas que c'est parce que je vous prends pour des idiots, bien au contraire. C'est parce que j'ai appris à accepter que si c'était votre projet, c'était votre projet. Et que tout ce que vous alliez apprendre dedans, ça vous appartient. Et que je suis à peu près sûre que maintenant que vous avez traversé tout l'établissement pour aller ouvrir une salle, vous installer, vous engueuler pendant un quart d'heure pour savoir lequel allait parler, pour demander des infos, et que vous avez fait les numéros, et que vous êtes revenu, je suis sûre que plus jamais aucun d'entre vous n'appellera une entreprise à 20h30. Si je vous l'avais dit, je ne sais pas ce que vous auriez appris. Peut-être même vous l'auriez pas retenu l'information. Et moi, j'ai appris à faire ça, c'est-à-dire à accepter aussi que des projets n'aillent pas au bout. C'est leur projet, ce n'est pas le mien. 2 ans, sur les 12 ans j'ai fait ça, 2 ans, les jeunes ne sont pas partis. Parce qu'ils sont tellement mal organisés. Une fois, on n'avait pas de car. Une fois, on n'avait pas d'hébergement. On ne va pas partir. Eh bien, c'est pas grave, en fait. C'est la vie. Et on accepte ça. Et on relit ça. Pourquoi on s'est planté? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a... C'est pas grave, en fait. On ne fait pas à la place. Si on ne nous avait pas laissé tomber, nous tous, aujourd'hui, ce soir, aucun de nous ne serait capable de marcher. Il faut accepter de les regarder tomber. Sans se faire trop mal. Mais là, ils se font pas mal. Tout va bien. Donc voilà, c'était super. Du coup, les voyages qu'on faisait, c'était génial. Ils étaient à fond. C'est eux qui géraient tout. Moi, j'adorais arriver dans le car. Moi, je foutais rien sur ces voyages. C'est formidable d'être accompagnateur sur ces voyages. T'arrives, le car s'arrête. Le mec s'arrête. Le mec, le chauffeur, s'arrête. Parce qu'on a quelque chose à faire ici. Mais c'est pas toi qui te lèves pour dire « Hey, faut sortir du car, il faut qu'on aille là, sortez vos calepins. » T'attends. Puis au bout de 5-10 minutes, il y en a un qui fait « Hey, on a arrêté là, c'est quoi ?»« Ah ben si, c'est là, on va rencontrer le monsieur là, aveugle, qui peint avec sa bouche. »
pardon, mais c'était vraiment un truc qu'on allait marre. J'ai ça en tête. C'est qui a pris les rendez-vous? Ah bah c'est moi, bah, attends, ok. Bon, allez-y, venez, tout ça. Le monsieur, il est aveugle. Non, c'était un aveugle, ouais. Monsieur, il est aveugle, alors vous faites gaffe, hein, faites pas des vannes et tout. Allez, on y va, puis moi, je suis, quoi. Je foutais rien, à part les regarder, c'est magnifique. Quel cadeau. Quel cadeau. Bon, des fois, c'était moyennement simple quand même, parce que dans les hébergements en gestion libre, c'est pas des internats. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive dans des endroits, il n'y a pas un dortoir identifié garçon, un dortoir identifié fille. C'est un peu... Alors, on arrive une fois près de Caen, dans un gîte, toutes les chambres sont sur le même palier. Alors, eux, déjà, ils sont hyper contents. Toi, tu te dis, oh là là. Et là, drame. On se rend compte, quand on rentre dans les chambres, que toutes les chambres communiquent entre elles à l'intérieur de la chambre. Et là, nous, on se dit, on va pas dormir des masses, quoi. Parce que bon, on a les parents de notre côté, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait plein de trucs illégaux hein, sur les voyages. Parce que quand les parents sont OK, en fait, ils sont plus non plus normatifs sur des soi-disant précautions. J'ai fait des feux de camp partout avec les jeunes. On a mangé des sandwichs comme on fait en famille, c'est-à-dire pas à se trimballer avec un camion réfrigéré pour avoir toutes les normes d'hygiène. On y allait à la baguette sur la plage, allez hop, t'en as un qui ouvre les baguettes, il passe au suivant, qui balance la maillot et qui balance le jambon, je sais pas quoi, tu vois. On faisait ça comme ça, et les parents savaient, mais c'est pas légal en réalité. C'est idiot, hein. C'est pas légal. J'ai fait du vélo avec eux, j'en avais 1 pour 12, on aurait dû en avoir 1 pour 5. Ils ont 16 ans, quoi. Ça va. Bref. Et donc, ces couloirs-là et cette maison-là, on s'était dit, OK, on a les parents de notre côté, mais quand même, si on ramène un petit fabrication MFR, après le voyage scolaire, on ne va pas se faire que des amis chez les parents. La sexualité des adolescents. On en parle? Bah oui, on va en parler. On va en parler. Eh bien, on va voir ce que vous savez, tiens, sur la sexualité des ados. Parce que moi, en fait, je me suis retrouvée à faire ça parce que j'ai une collègue qui est partie en congé mater, qui s'en occupait avant. Et donc, tout le monde s'est tourné vers moi. Bah, Katia, il faut reprendre les cours. Est-ce que tu veux pas faire les cours d'éducation à la sexualité? Moi, j'ai dit, bah attends, je réfléchis. Alors moi, j'adore l'éducation, j'adore la sexualité. Bam, c'est pour moi, je vais... C'est parti. Donc j'étais trop contente. Je me disais, cuit les petits oiseaux, ça va être super. On va parler d'amour, de relations, de sentiments, de masturbation, tout ça. On n'a pas vraiment parlé de ça. Alors avant que je vous dise ce dont on a parlé, on va voir un petit peu ce que vous savez. C'est un petit QCM que je vous propose. C'est un petit QCM. Vous êtes prêts? Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'adore... voilà. Alors, il y a des médailles à gagner, c'est formidable. Première question. Entre 13 et 20 ans, près d'un garçon sur 2 et une fille sur 3 estiment que A. Le porno, la pornographie participe à leur apprentissage. B. Le commerce du corps contre marchandises ou services, c'est pas de la prostitution. C. Une femme qui dit non pense oui. C'est le A. Je remballe, puisque vous avez perdu. C'est le A. En fait, ils estiment que le porno participe à leur apprentissage. Alors, le deuxième chiffre qui dit le commerce du corps contre marchandises ou services, c'est pas de la prostitution. Ça, c'est très spécifique. C'est une enquête qui ne concernait que les jeunes toxicomanes. Donc, on voit bien que, évidemment, le rapport à la prostitution n'est pas du tout le même pour se payer la drogue. Et là, ils sont 60% chez les jeunes toxicomanes à penser ça. Ça va? Allez, une autre question. Bon, alors, pour peut-être vous stimuler un peu à trouver des bonnes réponses, parce que c'est bien, les médailles, mais quand on ne trouve pas, on a droit à quoi? Ça va, ça tient? Alors, attention, concentrez-vous. Quel est le pourcentage d'adolescents entre 8 et 13 ans qui a déjà été exposé à une vidéo pornographique? 70%, 65%, 24%. Ce n'est pas le A. Ce n'est pas le A, Christophe. Je suis désolée. Maintenant, je suis un peu embêtée. C'est 90. C'était un piège. Non, mais je suis surtout embêtée parce qu'en fait, là, je suis prête à te mettre un bonnet d'âne. Et tous tes petits camarades sont un peu des enfoirés ce soir, puisqu'ils me laissent t'humilier.
Tu vois, j'étais prête à t'humilier et ils regardent comme ça et ça leur pose pas de problème. Mais messieurs, dames, il va falloir que vous arrêtiez d'accepter le principe de la médaille. Parce que le fait d'accepter une médaille, c'est aussi accepter systématiquement que d'autres personnes soient humiliées. Alors je vous ai un peu piégé, on est d'accord. Mais méfions-nous de la médaille. Tout système qui rend des médailles accepte qu'une majorité soit écrasée au profit d'une minorité. Alors, pour répondre à la question, le vrai chiffre, c'est B, c'est 65%. On n'était pas très très loin. Donc, c'est quand même énorme. Et la moitié d'entre eux, et ça c'est une donnée intéressante, on va en reparler, considèrent qu'ils l'ont vu trop tôt, qu'ils en ont vu trop tôt. Ce n'est pas un choix complet. Alors moi, tous les chiffres que je vous donne là, en fait, je les ai trouvés dans le rapport HCE du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Alors c'est un rapport qui date de 2016. Voilà ce que j'ai appris. Dans ce rapport, on nous dit il n'y a pas eu d'études nationales sur la sexualité des jeunes depuis 1995 en France. Vous imaginez, ça fait 30 ans. Donc, c'est leur première préconisation. On était en 2016. On est 9 ans plus tard, presque 10 ans. Il n'y a toujours pas eu d'études nationales sur la sexualité des jeunes en France. Dans ce rapport, tous les chiffres qu'ils vont donner, c'est ce qu'on appelle des micro-études. Ce n'est pas une étude nationale, c'est des études à plus ou moins grosse échelle selon les études. Je ne vais pas vous redonner les chiffres à chaque fois, mais qui donnent quand même un peu des éléments, mais pas du tout une vision globale. En plus, en 1995, l'étude, elle est un peu biaisée, pas biaisée, mais comme c'est la période du sida, elle est quasiment orientée que sur cette question-là, en fait. J'imagine que depuis 1995, ça a bougé. Hein. Donc moi, j'apprends plein de choses que vous savez malheureusement sans doute. Une femme sur 6 a vécu ou vivra des violences sexuelles dans sa vie. Ça veut dire qu'il y en a en moyenne 5 à 6 par classe, parce qu'elles le vivent à 80% avant la majorité. 5 ou 6 filles par classe ont vécu des violences sexuelles. Un garçon sur 25 également dans les classes. Ça veut dire entre 0 et 1 garçon par classe. C'est pas rien non plus. Les filles qui ont vécu des violences sexuelles ont 25 fois plus de chances d'être victimes de violences conjugales. Les garçons qui ont été victimes de violences sexuelles ont 14 fois plus de risques de devenir des agresseurs eux-mêmes. On apprend dans ce rapport que les jeunes, en fait, se forment par leur père, alors pas leur papa, hein. Leur père, c'est leur copain et le père, et Internet. Et comme leur père se forme aussi sur Internet, en gros, c'est Internet qui les forme. Hein. J'apprends que le nombre de pages avec du contenu pornographique en 10 ans a été multiplié par 2000 sur Internet. Le mot le plus recherché sur Google dans le monde, c'est sexe et porno. 14 ans, c'est l'âge moyen du premier porno. Ça veut dire qu'il y a plus jeune. Plus tard aussi, mais il y a plus jeune. Et ça, moi, je pense que ça a beaucoup baissé en plus par rapport à ce rapport qui a déjà presque 10 ans. Mais je n'ai pas de statistiques. Et puis, j'apprends qu'en plus, le rapport cible la France particulièrement en disant qu'en France particulièrement, le discours sur la sexualité est très problématique, notamment dans les médias et à la radio, où on retrouve des propos dénaturés, incohérents, sexistes, humiliants, discriminants et violents à l'égard des femmes. Voilà. J'apprends quand même que la sexualité devrait avoir sa place à l'école, puisque c'est une recommandation de l'OMS, c'est que ça fait partie de la santé, au même titre que de faire de l'éducation physique, par exemple, qui a une loi depuis 2001, donc à 25 ans, qui dit que tous les enfants devraient avoir au minimum 6 heures d'éducation à la sexualité de la CP au terminal. Je pense que si je demandais, mais je ne vais pas forcément les faire parler là, mais aux personnes les plus jeunes dans cette salle, ça m'étonnerait qu'ils aient eu 6 heures du CP à la terminale. Vous me confirmez ? Non. Parce que de toute façon, 40% des établissements ne font rien et les autres font un petit saupoudrage. Éventuellement, tu as 2 heures en CM2, 2 heures en 5e et puis 2 heures en 3e. Voilà. Alors moi, au début, je ne sais pas ça. Hein, je ne sais pas du tout ça. Donc je vous le dis, moi j'y vais. Salut les jeunes, c'est super, on va parler sexualité. Alors j'ouvre la parole parce que vraiment, je suis une prof super open. Donc j'ouvre la parole et là, ça déboule. Nous allons donc parler de ça. Enfin, on va parler de la pornographie, hein, pas du magazine porno, parce que ça, ils ne l'achètent plus. Hein. Ça se vend encore, mais il n'y a plus que votre vieux tonton libidineux qui l'achète, celui-là. Pour le reste, ils vont directement sur Internet. Donc, en fait, ce qu'on va parler beaucoup, évidemment, c'est du porno. Alors, pas uniquement du porno, mais aussi de tout ce que ça veut dire.
Ça, par contre, c'est moi qui l'ai collé dedans. Ça, c'est une publicité pour un parfum, Dolce Gabbana, qui a été mis sur les grandes sucettes déco, là, les trucs énormes dans les villes. C'était une campagne de pub qui devait durer 3 semaines. Des gens se sont insurgés, donc finalement, elle a été retirée au bout de 10 jours. Alors ça, c'est la possibilité, en fait, de marcher avec vos enfants de 5 ans, 6 ans, et qui puissent comprendre ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire que les femmes sont des proies et les hommes sont des prédateurs. Voilà, c'est ça que ça dit. Alors évidemment, c'est qu'une pub, mais en fait, c'est tout le temps, en fait, dans l'ensemble des publicités, dans l'ensemble des représentations. C'est cette culture du viol qui est là au quotidien. Et au-delà de ça, ce que je vais comprendre, en fait, dans leurs questions, c'est qu'ils sont colonisés. Leurs esprits sont colonisés par la pornographie. Alors, quand on ouvre la parole devant une classe, ça donne quoi? Madame, j'ai vu une vidéo, enfin, c'est une copine à moi qui a vu une vidéo. Ouais. J'ai une question. En fait, est-ce que c'est possible qu'une femme fasse l'amour avec... Alors, ils disent pas faire l'amour, hein, je vous épargne les termes trash. Hein. Est-ce que c'est possible qu'une femme fasse l'amour avec 3 hommes en même temps? Oui. Mais oui, ça me semble possible. Oui, mais madame, les 3 en même temps dans le vagin, ils disent pas vagin non plus, hein. Dans le vagin. Là, tu sais, je réfléchis, moi, parce que ça me surprend un peu. Je me dis, putain, 3 dans le vagin, tu vois, tu sais, j'ai envie de demander, il y a des cul-de-jatte dans l'eau, parce que moi, je sais pas où on met les jambes, en fait, tu vois, je comprends pas bien. Pendant que je réfléchis, enfin, quand même, il y en a un qui dit, non, mais on s'en fout de ton truc, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, on s'en fout de ta question, possible ou pas, qui a envie de faire ça, de toute façon. Je m'en sors bien. Question suivante. Madame, est-ce que c'est vrai que les filles adorent qu'on leur éjacule au visage? Ah non, est-ce que c'est vrai, pardon, que le sperme, c'est bon pour la peau? Parce que quand les filles, elles adorent qu'on leur éjacule au visage et après, elles font comme ça. Oh. Alors moi, là, j'ai chaud, quoi, tu vois, j'ai chaud à l'intérieur, mais c'est pas que je suis excitée, tu vois, je me demande comment je vais m'en sortir du bordel, tu vois. Donc voilà, alors là, ils commencent à discuter entre eux, alors bon pour la peau, pas bon pour la peau, ça, et moi, je flippe à l'intérieur, parce qu'en fait, ce jeune vient de dire quelque chose de très grave, que personne dans la classe n'a relevé, que peut-être même vous, ce soir, vous n'avez pas entendu. Ce jeune vient d'affirmer: les femmes adorent qu'on leur éjacule au visage. Et là, il faut à peu près 5 heures de travail pour déconstruire une remarque comme ça. Il faut tout reprendre. L'histoire de la sexualité, l'arrivée de l'éjaculation faciale dans l'histoire de la sexualité, avec l'arrivée du porno, la symbolique du visage qu'on peut travailler à partir de tableaux, à partir de publicités, à partir de plein de choses. Qu'est-ce que c'est que la représentation du visage? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire rentrer dans la tête des hommes, que ça pouvait être plus excitant d'éjaculer sur un visage que d'éjaculer dans le vide, alors que physiologiquement, il n'y a pas de différence. Donc, quel principe de domination on a intégré, et dans ma classe, j'ai autant les garçons que les filles qui l'ont intégré, comme étant logique, alors que ça ne l'est absolument pas, et que c'est un construit du patriarcat. Bon, alors moi je rame avec mes 6 ou 7 heures de cours, alors, enfin pas avec mes 6 ou 7 heures de cours, ça va prendre 6 ou 7 heures, mais je vais ramer toute l'année. Et puis on va faire un gros travail. Et notamment, on va travailler sur ça. Alors elle a 45 ans sur cette photo, comme moi. Mais moi j'ai pas ça, moi. C'est pas ça, moi. Moi, j'ai pas des seins comme ça. Alors, pourtant, c'est la dernière norme. Hein. C'est la ISO 9002. Voilà, madame, si vous l'avez pas, vous pouvez aller vous la faire faire. Le problème, c'est que ce corps, qui déjà, celui-ci, n'est pas un corps humain naturel, puisqu'il est retouché, va poser beaucoup de problèmes. La représentation des corps va poser beaucoup de problèmes. Vous avez vu les statistiques, on commence à voir du porno aujourd'hui autour de 9-10 ans. D'accord? C'est ça, hein, en moyenne, le début. Sauf qu'on a un corps d'enfant encore, ou un corps de préadolescent, ou même d'adolescent. Alors pour rappel quand même, les corps d'adultes, chez les garçons, c'est entre 20 et 22 ans que c'est clos, enfin, c'est-à-dire que qu'on a un corps d'adulte, et chez les filles, c'est un petit peu avant, c'est 18-20 ans. Ok? Donc c'est long quand même.
pour avoir un corps d'adulte. Alors on peut me dire, bon, dans le porno aujourd'hui, tu as tous les types de corps, il y a du porno amateur, on peut voir tous les types de corps, c'est vrai, mais ce sont des corps d'adultes. Aujourd'hui, les jeunes se projettent sur des corps d'adultes. Comme en plus il n'y a plus de sport collectif, ils ne se voient plus à poil dans les douches, ils sont incapables de savoir comment les autres sont réellement faits, ils projettent sur des corps d'adultes. Et donc ça donne quoi ? Ça donne une augmentation des labioplasties chez les filles de 500% par an. C'est l'opération des lèvres de la vulve, bien sûr, pour les refaire, je ne sais pas quoi, c'est pas bien. Une augmentation massive de l'argent qui est mis par les garçons dans des produits pseudo-miracles qui agrandissent le sexe qu'on vend sur Internet, enfin tout un tas de merdier. C'est les médecins généralistes qui alertent en disant on voit les jeunes de plus en plus tôt venir nous poser des questions. En fait, ils ne savent pas s'ils sont normaux ou pas physiquement. Et tout ça, ça s'active. Alors même si c'est des questions, vous allez me dire, avant le porno, on pouvait se les poser. Mais là, ils vont jusqu'à agir en fait sur leur propre corps. Et c'est carrément autre chose qui se passe en fait. Et donc ça, c'est quand même assez problématique. Alors, je vous ai montré quand même, on se reluque les miches de cette femme depuis un moment, donc je vais quand même vous montrer un homme, parce qu'un petit peu d'égalité, on va savoir. Donc, je vais vous montrer un homme. Dans l'intégralité de ce magazine, et je vous invite à venir vérifier à la fin si vous voulez, vous n'avez que des sexes d'hommes. Vous n'avez que des sexes géants d'hommes qui transpercent des corps de femmes. Il n'y a pas le visage d'un homme dans ce magazine. Pas du tout. J'ai le DVD qui va avec, si ça intéresse quelqu'un, il est encore sous blister. Alors, moi, ce que j'avais envie de vous dire avec ça, c'est que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un gangbang et un fist-fucking, par exemple, sachez qu'eux, ils le savent. C'est pas grave si vous ne le savez pas, je vous jure, ça ne manque pas à votre sexualité, c'est pas un problème. Mais eux, ils savent. Et le fait qu'ils savent, et pas nous, et qu'on ne sache pas qu'ils savent, et qu'on ne soit donc pas capable de les accompagner et de déconstruire ce qui se passe avec ça pour eux, eh bien on crée des syndromes de stress post-traumatique aujourd'hui chez des enfants qui n'ont pas vécu de violence sexuelle, mais qui ont été amenés à voir du porno trop tôt, et qui donc en déclenchent vraiment des problèmes psychiques, garçons comme filles. Le fait qu'on ne sache pas fait qu'on ne s'y intéresse pas et qu'on ne s'en occupe pas. J'attends encore la révolte des parents qui ira au moins demander l'application de la loi de 2001 sur au moins 6 heures d'éducation à la sexualité du CP à la terminale, comme le dit la loi. Les établissements n'appliquent pas la loi. Et que surtout, c'est un problème de santé publique, en fait. C'est un véritable problème de santé publique. On laisse faire. En 3 clics, nos enfants peuvent se prendre la violence des 3 grands rapports de domination en 3 clics. Ils apprennent le racisme, le sexisme et le classisme. Et oui, parce que vous aurez les vidéos qui mettent en scène l'enseignant qui se tape l'étudiante, le riche qui se tape la bonne, l'autre riche qui se tape la babysitter. Ça, c'est classiste. Vous allez avoir tout le champ aussi du racisme où vous allez retrouver les femmes racisées complètement mises dans des cases. Alors la femme noire, c'est la tigresse. La femme musulmane, c'est celle qu'il faut violer. C'est celle qu'on viole, réellement. La femme asiatique, c'est l'image de la petite fille et de l'inceste. Voilà, parce qu'elles ont des petits vagins. Et puis évidemment, vous allez retrouver le patriarcat à tous les étages. Et ça, c'est accessible à 8-9 ans, directement, sur un téléphone portable. Et si ce n'est pas celui de votre enfant, ça va être sur celui de son copain. Ne vous inquiétez pas, ils ne passeront pas à côté. Alors, il y a eu dernièrement quelques sites là, de bloqués un petit peu par l'État. Je trouve que ce n'est pas inintéressant. Personnellement, je suis pour l'interdiction totale de la pornographie, ou alors, si ça continue à exister, et d'ailleurs, ça existe déjà un peu du porno un peu éthique, qui est payant. Et bien que ce soit payant et que ce soit cher, comme ça, il n'y a que les bourgeois qui auront des sexualités de merde. Et les autres, on continuera à se parler, puis à découvrir, puis à aller se tripoter derrière les églises, et ça sera très bien. Moi, ça me va super. Voilà, ça c'est mon positionnement. Est-ce que je l'ai bien faite, cette éducation à la sexualité? La réponse, c'est non. Pourquoi je ne l'ai pas bien faite? Je ne l'ai pas bien faite parce que j'ai ouvert la boîte de Pandore et que je ne savais pas quoi faire. Parce que j'y suis allée avec pas grand-chose, avec juste l'envie d'être
au service de ce qui se passait pour les jeunes, mais j'y suis allée avec mon propre rapport à la sexualité, bien sûr, mon propre regard de maman. Est-ce que j'aurais envie qu'une prof dise ça à mon gamin de 15 ans ? Et je ne savais pas. Et petit à petit, je l'ai mieux fait. Je l'ai mieux fait parce que j'ai pu travailler avec des gens formidables comme Anne, qui bossait au centre de planification. Chez nous, c'est un centre de planification, pas un planning familial. Je ne fais pas la différence, mais grosso modo, c'est pareil. Donc Anne, elle est venue, elle est intervenue auprès des élèves, elle a fait aussi des entretiens individuels avec certains, et moi, elle m'a accompagnée, en fait. Et quand je ne savais pas quelque chose, je l'appelais. Plein de fois, je disais aux jeunes, je ne sais pas quoi répondre à ta question, je vais me renseigner, et je travaillais. Et c'était utile. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas qu'il faut que les enseignants partent par telle en tête et se mettent à faire ça. Il faut des gens formés réellement. Et comment on les forme? Et par qui? Parce que pour l'instant, il y a de temps en temps des intervenants qui viennent de droite et gauche. Moi, je ne suis même pas d'accord avec ça en réalité. Il faut un véritable service public de l'éducation à la sexualité, avec des gens qui sont formés à ça, qui sont dédiés à ça, et qui font le boulot. Et on sait ce qu'ils font, et on a accès au programme, comme pour les autres. Elle ne sera pas obligée de venir nous le raconter, on pourra le trouver sur Internet. Et on saura ce qui s'y passe en réalité. Et c'est juste pas possible, en fait, qu'on ne travaille pas cette question-là. Pour moi, c'est pas possible qu'on ne travaille pas cette question-là. On crée des malaises chez des jeunes, des problèmes psychiques, parce qu'on ne s'attaque pas à cette question-là, réellement. Alors, si vous avez des jeunes auprès de vous, et je n'attaque pas les parents, hein. La question, c'est pas les parents, c'est l'école, hein. On est bien d'accord, hein. C'est pas les parents, parce que vous pouvez, hein, si vous êtes à l'aise avec ça, dire 2-3 trucs à votre enfant quand il est petit. Ah bah oui, on peut lui apprendre un peu, je sais pas, l'intimité, je sais pas quoi. Mais quand il est adolescent, même quand mes enfants ont pu me parler un peu de leur sexualité, on ne rentre pas dans des détails avec lesquels je suis rentrée, par exemple, avec des élèves, parce que ce n'est pas mes enfants, parce qu'on ne projette pas. Sinon, je suis obligée de me positionner à un moment donné. Eux projettent ma propre... Ça n'a pas à être là. On ne crée pas des climats incestuels avec ça. Il faut faire attention à ça. C'est la place et la responsabilité de l'école. Parce que normalement, tout le monde passe à peu près à l'école. Tous les enfants de France et tous les enfants de France ont besoin de cet accompagnement-là. Donc, je suis vraiment pour que ça se fasse à l'école et qu'on puisse appliquer ça. Et avant de vous dire comment mon histoire s'est terminée, parce que peut-être vous l'avez deviné, je ne suis plus enseignante en maison familiale rurale, j'ai envie de vous partager un dernier petit truc que j'ai découvert. Ah, j'ai oublié de finir ma phrase tout à l'heure. Si vous avez des jeunes autour de vous, vous pouvez les inviter juste à leur donner 2 sites. Vous pouvez le glisser sous une porte de chambre, vous pouvez l'écrire sur une carte postale à votre neveu ou votre nièce et vous envoyer par la poste. Tiens, si tu as des questions, va donc sur le site Le Fil Santé Jeune. Tu trouveras des vrais professionnels, tu peux poser tes questions, il y a plein d'infos, c'est contrôlé, c'est jamais parfait, mais c'est contrôlé et c'est OK. Et vraiment, ils auront ce qu'il leur faut là-dessus, ça suffit. Plus les sites au cas où violence sexuelle, c'est pas mal de les donner. Et puis c'est tout. Et s'ils ne vous en parlent pas, ils ne vous en parlent pas, mais ils ont eu l'info. Et donc, avant de vous raconter comment ça s'est terminé, j'avais envie de vous dire un autre truc que j'ai appris, que j'ai découvert aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je rencontre un enfant ou un jeune, je disais « Salut, comment tu t'appelles? T'as quel âge? T'es en quelle classe ?» Et après, en fonction de la classe, j'avais des petites phrases toutes faites comme ça. Par exemple, s'il me disait « je suis en CP », je disais « ah, t'apprends à lire ». Puis s'il me disait « je suis en CE2 », je disais « ah là là, le collège l'année prochaine ». Et puis après, s'il me disait qu'il était en 5e, je disais « ah, mais il y a le choix des langues pour l'année prochaine, tu vas prendre quoi comme 2e langue ?» Puis s'il était en 3e, je disais « bah alors, l'année prochaine, le lycée, pas le lycée, quel type de bac ?» Puis après, le bac, avec quel type de fac ou pas fac, etc. J'avais des questions comme ça toutes faites. Et puis quand j'étais très à l'aise avec les jeunes, des fois, je leur disais « alors, t'as un amoureux, une amoureuse, t'as une copine ?» Voilà. Bon, alors si comme moi, vous faites ce genre de choses pour entrer en relation avec un jeune, je vois qu'il y en a qui disent non, c'est bien, pour les autres. Eh bien, sachez que ça marche très très bien si votre credo dans la vie, c'est travail, famille, patrie. Ça, c'est super, je vous invite à continuer comme ça. Si comme moi, vous pensez que ce n'est pas un projet de société,
tenable, travail, famille, patrie, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir leur parler autrement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils ne l'entendent pas que de votre bouche, hein. Ils l'entendent de la bouche de tous les adultes sur l'ensemble de leur vie. Et donc, la seule chose qu'on leur dit, c'est « tu ne m'intéresses que dans ta capacité à devenir producteur dans ce système, à te soumettre au système scolaire, à devenir ensuite producteur avec un métier, une orientation. Et puis, j'en rajoute une petite couche en lui disant, et en plus, il faudra que tu penses à être un reproducteur, parce qu'il va vouloir que tu te mettes en couple, bien entendu, en couple hétérosexuel, bien entendu, hein, comme ça, en plus, si t'es homo, bam, je te crée des traumas, c'est cool, démerde-toi avec ça. Et voilà. Alors, je disais ça déjà au tout début de ma conférence, puis un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit bah, « Ok, je suis d'accord avec toi, j'entends que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ben, comment tu fais ?» Alors, comment tu fais? Quand tu rencontres, concrètement, tu fais quoi? Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes. Ben, en fait, vous allez arrêter de leur poser des questions. Vous n'êtes pas la Gestapo. Ils ne vous doivent rien. Rien. Par contre, vous devez leur enseigner, leur donner à vivre. Et pour leur donner à vivre, eh ben moi, je vous invite à leur parler de vous aussi. Dites-leur, s'il vous plaît, la vérité. Dites-leur enfin la vérité. La vérité, c'est que vous ne saviez pas où vous en seriez quand vous aviez leur âge. Vous saviez, pour 90% d'entre vous, pas quel métier vous alliez faire. La vérité, c'est que vous avez peur. La vérité, c'est que plus vous vieillissez, plus vous vous dites que quand même, il y a beaucoup à apprendre et que vous ne savez pas grand-chose. La vérité, c'est que vous avez peur de mourir, vous avez peur de voir vos proches mourir. La vérité, c'est que parfois, vous vous levez le matin en vous demandant pourquoi vous vous levez, et puis que parfois, vous vous levez en sachant très bien pourquoi vous vous êtes levé. La vérité, c'est que vous avez rencontré des gens sur votre route, des gens qui ont été des révélateurs, des gens qui ont été soutenants, et puis des gens qui vous ont fait souffrir, et que vous n'oubliez pas. La vérité, c'est tout ça. C'est tout cet ensemble qui fait la vie. La vie qui n'est pas linéaire, la vie qui n'est pas écrite, la vie qui n'est pas. Je vais à l'école, je passe mon bac, je me mets en couple, j'achète une maison, un chien, je fais 3 enfants, je vais à la retraite et je meurs. En vérité, il y a très peu de gens qui ont ce parcours de vie-là. Et de moins en moins en plus aujourd'hui. Alors vous allez leur dire cette vérité-là. Et eux, dans vos histoires de vie, à partir de vos parcours et de vos choix, vous allez leur réouvrir tous les possibles. Tous les possibles que l'école est en train de refermer puisqu'on essaye de canaliser nos enfants uniquement dans ce schéma-là. Si vous demandez à un adolescent aujourd'hui, on pourrait se dire les choses ont évolué. C'est faux. Si vous demandez aux jeunes aujourd'hui, c'est quoi pour eux réussir sa vie? La première chose qu'ils vont dire, c'est de réussir son intégration professionnelle. La deuxième, c'est de se marier et d'avoir des enfants. Ils sont toujours dans ces schémas-là. Alors qu'on sait que ce n'est même plus la réalité aujourd'hui qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'ils sont formatés sur ces chemins-là. Donc réouvrons-leur les possibles et offrez-leur qui vous êtes, dans ce que vous avez de plus beau, mais aussi dans ce que vous avez de plus moche. Parce que c'est ça l'humanité. C'est beau et c'est moche à la fois. Je m'étais pris 2 claques quand je suis arrivée. Je me suis pris des claques aussi à la sortie. La première claque que je me suis prise, c'est qu'en fait, il y a eu un moment où mon poste était financé, donc tout le temps que je passais en individuel et en collectif, il était financé par les fonds sociaux européens. Et ils ont arrêté, ils ont fermé les vannes sur nos types d'établissements. Donc en gros, on m'a dit, tu faisais 30% de cours, 70% d'accompagnement. On inverse, tu repasses 70% en cours. Je n'avais pas du tout envie. Moi, j'étais à fond, j'avais développé plein de trucs. Je ne me voyais pas arrêter ce que je faisais. C'était difficile pour moi. La deuxième chose qui m'a touchée, c'est que je me suis rendu compte en juin de cette année-là que j'avais rien inventé sur cette année-là. J'avais refait des trucs, des projets que j'avais déjà faits. Alors, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'innover en permanence. C'est pas une idéologie que je suis en train de défendre. Je parle juste de moi, personnellement. Je sais que je suis bien quand je crée aussi des choses nouvelles. Quand je refais trop les choses, c'est que je commence à me détacher et ça, c'est pas bon. Parce que c'est des métiers d'engagement. Et puis la troisième claque un peu que je me suis prise, c'était... Ah oui, voilà ça. C'est un jeune qui me l'a mise le jour où, alors que je m'intéressais à lui et que je lui dis écoute, ça me fait hyper plaisir de t'entendre parler de moto comme ça. C'est génial ce que tu racontes, t'as l'air hyper heureux, je t'avais jamais vu comme ça. Il me dit qu'est-ce que ça peut vous faire Je dis je sais pas, je suis contente de te voir heureux, quoi. Et puis il me dit madame, vous n'êtes pas payée pour nous rendre heureux. Hein.
Et j'ai trouvé ça tellement vrai que ça m'a attristée. Et donc j'ai annoncé en juin de cette année-là que je quitterais l'établissement en décembre pour leur laisser le temps de recruter quelqu'un. Et donc le mois de décembre est arrivé. On est le dernier vendredi avant les vacances de Noël. Je range mes affaires parce qu'à la rentrée de janvier, je ne serai pas là. Et dans la semaine, il y a une jeune qui m'a un peu tourné autour. Je l'ai vue un peu, elle me tournait un peu autour. Et puis le vendredi à 16h, à la récréation, elle vient me voir et elle me dit « Madame, est-ce que je peux vous parler ?» Je lui dis « Bah, vas-y, viens, assieds-toi. » Alors on s'assoit et puis elle commence par pleurer. Alors je fais ce que j'ai appris à faire, c'est-à-dire rien. Et juste lui laisser le temps de vivre cette émotion-là. Et puis, elle arrête de pleurer, mais elle s'énerve. Elle s'énerve et elle m'engueule carrément. Elle me dit, mais c'est complètement débile, c'est n'importe quoi votre truc. Non mais madame, mais qui part au mois de décembre quoi? Ça n'existe pas un prof qui part au mois de décembre. Putain mais vous ne pouviez pas attendre le mois de juin comme tout le monde. En plus, moi j'allais avoir mon CAP, j'allais partir. Alors vous m'avez fait chier avec vos entretiens individuels pendant 2 ans. On a fait tout un travail autour des émotions et tout ça. Moi maintenant ça va mieux. J'ai trouvé mon apprentissage. Avec mon copain on va s'installer l'année prochaine et tout. Et vous en avez rien à foutre et vous pleurez même pas et vous partez comme ça en plein mois de décembre. Alors j'ai fait ce que je sais faire. J'ai dit, mais c'est vachement bien ce que tu me dis. En fait, c'est super. En gros, tu es en train de me dire que tu as trouvé ton apprentissage, ça va mieux avec tes parents. En fait, tout va bien. Hein, donc, franchement, ça va aller. Hein. Ça va aller. Ça va aller. Et moi, je suis partie. Avant de partir, je vais rétablir quelques vérités. La première, c'est que je ne voudrais pas que vous pensiez que ce que j'ai pu vivre, ça se passe comme ça partout dans les MFR. Ce n'est pas vrai, même si je trouve que c'est un super système d'enseignement. Ça dépend, comme toujours, beaucoup des équipes en place. Voilà. La deuxième, c'est que j'ai beaucoup dit je. C'est bien un travail d'équipe qui s'est mis en œuvre avec une directrice incroyable qui m'a laissé faire ce que je voulais quand je déboulais en réunion pour dire j'ai trouvé un papa qui va venir avec sa scie à métaux, sa scie sauteuse, faire des trucs avec les gamins. Ah bon? Et il connaît les mesures de protection? Non, je pense pas. Bon, ok, vas-y quand même. Elle m'a fait confiance. Merci à elle. Et puis la troisième vérité que je voudrais rétablir, en fait, c'est à toi, jeune fille, que je voudrais l'adresser. À toi à qui j'ai pas dit la vérité. Quand t'es venu me voir et que tu m'as engueulé, punaise, j'avais envie de te défoncer, quoi. J'étais hyper en colère. Je me suis dit, mais t'es qui en fait, petite conne, quoi? T'es qui en fait pour venir me dire ça? Mais qu'est-ce que tu sais, toi, de ma tristesse? Qu'est-ce que tu sais, toi, de mon travail? Qu'est-ce que tu sais de ce que c'est? J'ai pas pleuré, moi, putain, j'ai pas pleuré, mais moi, j'ai chialé presque tous les matins entre mon domicile et mon travail, à me demander comment j'allais faire, que moi, j'avais choisi ce travail, parce que ce que je voulais, c'était vous aider à construire quelque chose, quoi, à juste être là, vous mettre de la matière et vous regarder construire avec ça, et que la seule chose que j'ai essayé de faire, c'était de déconstruire, c'était de vider votre putain de sac à dos de toutes les merdes qu'on vous a foutues depuis l'enfance dedans, et qu'au mieux, on enlevait un petit caillou et que c'est tout ce que j'ai réussi à faire pendant 12 ans. Et toi, tu viens me dire que je suis pas triste? Tu ne sais pas, jeune fille, tu ne sais rien. Toi, là, tes larmes de crocodile, je les ai séchées en 5 minutes. 5 minutes. Et les miennes, personne s'en occupait. Je suis repartie avec. On m'a offert des bouquins, on m'a dit c'était sympa de bosser avec toi, merci. Et je savais pas ce que j'allais en faire. Mais maintenant, je sais ce que je vais en faire. Toi, Lizzie, tu vas aller chercher tes copains.
tu vas aller chercher tes parents et tous les jeunes avec lesquels on a vécu tout ça. Et puis moi aussi, je vais aller chercher mes copains. Je vais aller chercher mes copains enfants, mes copains parents, grands-parents, mes copains oncles, tantes, mes copains voisins, mes copains parrains, marraines. Je vais aller chercher mes copains enseignants, mes copains éducateurs, mes copains animateurs, mes copains psychologues. Et puis ensemble, parce qu'on est hyper nombreux en vrai, on va aller leur dire en fait. On va aller leur dire qu'on n'en veut pas en fait de cette école dont le seul objectif de réussite c'est d'avoir une putain de Rolex à 50 ans, que c'est pas ça en fait qu'on défend comme monde nous, et que l'école on sait la faire depuis bien longtemps, on sait la faire. On sait faire une école émancipatrice pour les enfants. On l'a testé. Moi, je l'ai vécu ici dans ma petite MFR. Toi, tu l'as vécu dans ta petite école Freinet. Toi, tu l'as vécu avec ton prof de maths de 4e qui t'a tellement fait aimer les maths. On sait enseigner pour faire grandir les enfants dans une société dans laquelle on pourra vraiment leur donner les clés et dont ils pourront faire ce qu'ils veulent. On sait faire. Alors, on va arrêter de quémander et on va aller la récupérer. Parce que l'école, elle est à nous, putain. Elle est à nous. Elle est à nous les travailleurs, elle est à nous les parents, elle est à nous les enfants. Et on va aller la chercher. Comment? J'en ai pas la moindre idée. Mais ce que je sais, c'est quand le train de la révolution passe, on monte dedans. Et que je ne sais pas s'il va naître de ce 10 septembre qui vient de se passer ou pas. Je ne sais pas si ça va se poursuivre là, si ça sera dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, mais j'y serai et j'espère que je vous y retrouverai. Alors tu vois, Lizzie, c'est pas vrai que je vous ai abandonné. La vérité, c'est que je vous ai tous aimés et que j'ai pas osé te le dire parce que j'ai cru qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on vous aimait. Mais je vous ai tous aimés, même ceux qui m'ont le plus emmerdé parce qu'ils m'ont obligée à être meilleure. Alors Lizzie, je ne vous ai pas abandonné puisque je suis là ce soir. Merci. Merci beaucoup.